Allez, c'est la maison du sport les amis, on se régale, on est sur le stream, on est lundi, on a le sourire, il fait moche dehors et donc du coup on est devant notre écran pour retrouver la plus belle équipe qui parle de sport dans le monde, en France, en Europe et à peu près partout sur la galaxie. C'est First Team bien évidemment avec tous ces belligérants et ces grosses têtes. Non, on n'est pas sur RTL, donc on va arrêter. Belligérants, c'est vrai que c'est un peu vieux jeu. Et notamment deux hommes que vous imaginiez les amis, et bien avec vous savez des noix de coco et du cocktail dessus, dedans plutôt à être au soleil. Ils ont, c'est vrai, enchaîné des nuits blanches NBA, mais la saison pour eux n'est pas encore terminée. Vous les retrouverez du 21 au 26 juin au commentaire de la Coupe du Monde 3v3. C'est sur l'équipe. Monsieur Thomas Dufan, monsieur Erwan Abotret. Ça va les gars ? Ça va super, une bonne journée de travail. Les belligérants ils sont loin, ouais. Je te dis, hein. Il y a gérant peut-être mais il n'y a pas Béli. Il n'y a rien de beau dans la vie de gérant aujourd'hui. Ouais. Tout va bien. Bon ça va, vous récupérez un petit peu ? Le week-end a été très calme et du coup ça a fait énormément de bien de rien avoir à penser, de juste regarder des séries et du sport à la télé. Il y a un Grand Prix de Formule 1. C'est vrai, t'as raison. Je me suis laissé embarquer par un Grand Prix de moto, GP et de Formule 1, ce qui est une première depuis Olivier Jacques quand ça passait sur TMC. Oui. Un vrai week-end au calme alors, si je lis entre les lignes pour voir un peu de ça. Vous nous avez manqué la semaine dernière, on est très content de vous retrouver, tout comme on est très content de retrouver l'homme qui depuis que Bordeaux a été rétrogradé officiellement en national se prend à rêver d'un déplacement à la Matmut Atlantique histoire de visiter d'autres grands crus que le Beaujolais, monsieur Tom Ciaravino. Ouais, c'est vrai que ça ferait kiffer d'aller à Bordeaux, pas mal, le Stade Bauer, et pourtant j'adore le Stade Bauer, c'est magnifique. mais j'y crois pas trop à Bordeaux. Non. Et j'ai pas envie de les voir jouer surtout. On va en parler, spoiler alerte, on va en parler bien sûr dans cette émission. Les amis, l'appel du 18 juin n'est jamais arrivé. Je me devais de commencer cette émission en réparant une ignominie. Polo a eu 30 ans samedi. Seule explication à cette infâme canicule. Joyeux anniversaire mon cher Polo. Joyeux anniversaire. 30 ans c'est un âge, 30 ans c'est un cap. Et on l'espère que tu le passes en tout cas sous les meilleurs auspices, mon Polo. Sous les meilleurs auspices, en effet. Juste un peu déçu que tu Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est moi qui l'ai fait. Joyeux anniversaire, Polo. Joyeux anniversaire. Bravo Polo. Oui. Est-ce qu'il a fait un vœu ? Cycliste. Est-ce que tu as fait un vœu, mon J'ai Polo ? fait un vœu. Il ne faut pas le Pino a dire. gagné ce week-end. Il est exaucé. Et bravo pour le Tino Rossi tchadien. Et tu vois, on a toujours des choses à montrer à nos amis qu'on cache un petit peu. Des talents cachés, c'est vrai. J'ai quand même fait 5 ans d'opéra, de solfège, je ne sais pas comment ça s'appelle. Solfège opéra. Avec Frédéric Thirier à l'époque. Tout à fait. Lui, il joue de la flûte. Non, mais voilà, on est ravis. Polo 30 ans. Ça fait quoi alors ? Je pense que je m'en rends pas encore compte, mais écoute, en tout cas, en ce moment, je le fête. Donc, je l'ai fêté ce week-end avec la famille, c'était très agréable, et je le fête ce week-end avec les amis dont vous faites partie. J'espère te voir, Manolo, à défaut que tu me souhaites mon anniversaire dans les temps. Oui, samedi, c'était... L'appel du 18 juin n'est jamais arrivé, ça. Que de te voir un week-end après 22h, c'est jamais gagné. Donc, j'espère te compter parmi nous. C'est vrai. On va faire un bilan de la saison. On peut déjà dire que ta saison avec nous a été dans le privé, a été dramatique. T'as pas vu de l'année. J'ai vu ma note dans l'équipe, c'était en dessous de 0. Match joué, match en fou derrière. C'est vrai, t'as raison. On va se rattraper sur la saison prochaine. Le Ramos. Le résumé ne fait que 30 secondes. On va pas le goûter ce gâteau, c'est de la télé, bien évidemment, mais on en profitera. On en profitera juste après. Le sommaire, les gars, de cette émission, la perf de la semaine, comment ne pas évoquer l'homme de la semaine dernière, l'homme du mois, l'homme peut-être de cette année, en tout cas en NBA, Stephen Curry, MVP des finales, qui s'est offert une 4e bague en 8 ans. On jugera, on essaiera peut-être de le placer, enfin vous essaierez de le placer bien sûr peut-être dans l'histoire d'une sacrée discipline. Et puis il y aura un très beau papier aussi de Tom sur le sujet, je sais que vous l'attendez tous, j'ai spoilé le sujet, c'est important pour que vous restiez bien sûr avec nous. Et puis le dossier de la semaine, ça sera une compilation les gars, du meilleur du football français. Le football français nous offre une séquence, le foot en folie. On évoquera le clash Le Gret Mbappé, la rétrogradation de Bordeaux, en passant par la signature imminente de Galtier au PSG. Je ne sais pas quelle est la pire nouvelle, mais en tout cas, on va en parler tous ensemble. Et je crois qu'on évoquera aussi la reprise de l'Olympique Lyonnais. On avait commencé à le faire la semaine dernière, mais ce serait un nouvel investisseur, donc on va tout vous dire, bien évidemment. Mais la vraie question qui se pose là, exactement, j'ai pas l'heure, bon c'est pas grave, mais en tout cas elle se pose à l'heure actuelle. Qu'avez-vous retenu de l'actualité sportive de ce week-end ? On attaque tout de suite avec les news.
Il est 16h35 et vous êtes avec nous bien sûr sur le stream pour parler de sport. Et quand on parle de sport, on se retourne immédiatement toujours vers Monsieur Thomas Dufont parce que c'est le rugby qui ouvre l'actualité de ce Les week-end. valeurs de l'Ovalie, le Bayonnais et l'Aviron. Tout à fait, absolument, Erwan. Oui, puisque vous le savez, le top 14 est en train de délivrer son résultat final, puisque vendredi 21h45 aura lieu au Stade de France la grande finale du top 14. 21h45. Pourquoi? Sûrement un concert de Shakira avant, j'en sais rien. Donc, j'ai dit 21h45. Je suis pas sûr de l'info. Petite guinguette au Stade de Je pense France. que ça doit être une faute de frappe. Je quand suis même. pas sûr. Ou pas. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, J'ai vu, peut-être j'ai vu 21h45. Vous allez nous dire dans le chat si c'est une C'est erreur. le jour de Je mon sais pas, anniversaire et pour l'instant, il annonce de la C'est un pluie. hein. affaire- c'est un J'ai affaire, checké. le truc en fait. C'est ce que je te dis. Shakira sera en avant-première. Donc, les demi-finales ont eu lieu, c'était ce week-end du côté de Nice à l'Alliance Riviera. C'était entre Castres et Toulouse. Les Castrais se sont imposés 24-18 dans un match rondement mené et très maîtrisé par nos amis de Castres. On rappelle, c'est le 11e budget du championnat. C'est la 3e finale qu'ils vont effectuer en 10 ans. Ils sont champions en 2018. Et c'est grâce à des essais de Santiago Arata et Julien Dumora qu'ils ont pu taper l'ogre toulousain. On rappelle que Toulouse était double tenant du titre, entre autres, puisque Toulouse est le meilleur club depuis quelques années au sein du rugby Tu français. peux dire que c'est le meilleur club de l'histoire. Oui, je peux le dire. Je peux le dire clairement, sans aucun souci. Non, je pense à Toulon, je pense en ce moment à La Rochelle qui est bon. Mais oui, sur les dernières années, il n'y a absolument rien à Les dire. spécialistes rugby, et on pense à nos amis bien de sûr. Europol, ils vont pas nous tomber dessus si on dit que Toulouse est le meilleur club de l'histoire. J'espère pas qu'ils nous tomberont là-dessus. J'espère que Castres. Je rappelle que Castres a fini premier de la phase régulière, donc c'est une énorme année pour nos amis de Castres. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont affronter le deuxième de cette phase régulière, puisque dans la deuxième demi-finale, Montpellier. Pardon ? Il y a une justice du coup. J'ai l'impression que les choses, la logique a été respectée. Montpellier donc s'est imposé contre Bordeaux-Bègles 19-10. Ça a été un super match. Ce que je retiens de cette demi-finale, c'est les deux drops de Paolo Garbisi et Anthony Boutier. Des drops quand ça compte, c'est ce qu'on aime. Deux pénalités de Djela Aprazitz. Aprazitz, si je dis bien, vous me dites dans c'est très bien. commentaires. Je retiens cette défense intraitable. Je retiens aussi les larmes de Guilhem Guirado, l'ancien capitaine du 15 de France. Il était au sol, effondré, très ému d'atteindre la finale, pardon. Et enfin, les mots de Benoît Payog. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est le demi-mêlée. Il a dit ça, c'est fou parce que ce groupe se battait pour le maintien l'année dernière. Dans le sport, tout peut arriver. On n'a jamais baissé les bras quand c'était compliqué. On avait à cœur d'emmener tout le monde à Paris. Castres, c'est du très lourd. Donc il parle de son adversaire en finale. Je rappelle qu'en 2018, la finale, c'était Castres-Montpellier. À l'époque, Castres s'était imposé 29-13, 21h45 au Stade de France pour savoir. 20h45. C'est 20h45. Il y a une erreur sur Google, mais sur le site de la LNR, ils ont précisé. Donc j'ai bien pas le rugby, j'ai bien dit que c'était une faute de frappe, voilà. Oui, Ouais, tout à complètement. fait. Enfin, c'est une faute de Google. Incroyable, ils s'en trompent jamais. Futur métier, si je dois donc inspecteur, ça peut être pas mal. Pas mal. Et une petite info, Pour élucider les mystères. une petite info supplémentaire pour briller en soirée. Il me semble que côté UBB, c'était le dernier match de François Trinduc et Louis Tout à fait. Picamol, C'est vrai. des légendes du basket, du rugby français et aussi de l'équipe de France, notamment pour Picamol qui a un nombre de sélections assez important. Donc c'est un petit clin d'œil à ces deux grands joueurs du top 14. Exactement. Et on va faire un clin d'œil, nous, à Erwan, qui va nous parler d'une des disciplines qu'il suit le plus, en tout cas depuis sa jeunesse, mais il en parle rarement. Pas assez à mon goût. C'est la natation et surtout un garçon marchand, vent de fraîcheur, on peut le dire, sur les mondiaux. Je suis un grand nageur, j'aime raconter. Au cercle des nageurs de Marseille. J'aime raconter cette grande histoire à la fac en STAPS sur un 200 mètres où j'ai fait 5 minutes 50. Évidemment. On ne sait toujours pas qui a volé l'orange du Marchand. Par contre, on sait qui est Léo Marchand. Et donc, c'est un jeune de 20 ans qui est devenu le 8e champion du monde français de l'histoire en épreuve individuelle. Et c'est pas rien. 4 fois 400 mètres, 4 nages. C'est l'une des pires courses, honnêtement. N'ayons pas peur des termes. C'est l'une des pires courses à faire. Ah bah, parce bien que sûr, clairement, l'effort physique est monstrueux. Et il a gagné. Donc, il s'est imposé en 4 minutes, 4 secondes et 28 centièmes. Il a marché complètement sur la concurrence. Il a battu donc notamment le champion olympique d'il y a un an à Tokyo. Et il s'est surtout rapproché du record intouchable de Michael Phelps qui date de 2008. Donc de 4 minutes, 3 secondes et 84 centièmes. Honnêtement, il a envoyé un énorme message au monde vraiment de la natation. On sait que déjà chez les juniors, il avait réussi des choses incroyables. En finale du championnat du monde junior, il avait tapé le record de France des seniors. Voilà, c'est le futur de la natation française sur du je sais pas si on dit comme ça, la natation sur du demi-fond. C'est pas un énorme athlète comme on a pu voir avec les Manodou et Bernard, parce qu'il est plus sur du fond. Il fait quoi, 1m83 ou 85, un truc comme ça. Mais c'est
quand on regarde quand on se renseigne un petit peu sur lui, c'est un talentueux, une glisse naturelle. Ça va être toujours mieux quand même quand on fait de la natation. Faut mieux ressembler à un dauphin qu'à un cachalot. Voilà, c'est sûr. Ça aide. pour ça que j'ai pas réussi à la fac, où on m'avait mis 1 d'ailleurs pour abnégation, parce que j'avais quand même fini sur 200 mètres. En tout cas, l'avenir de Léon Marchand s'annonce bien plus glorieux dans les piscines que le mien, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour la France, en vue notamment des JO 2024. Il y a un truc qui m'a régalé avec ce petit mec, c'est qu'il fait partie des gens qui ont kiffé leur confinement. Deuxième performance de l'histoire, je prends Ah le. bah bien sûr, Michael Phelps est premier, il Bizarre, s'approche de Michael ce que tu as dit. Si, on avait compris ça. Il l'avait fait en combinaison. Tout à fait, en combinaison. Mais ce qui est dingue avec le petit mec, donc il n'a que 20 ans, mais ce qui est fou, c'est que le confinement lui a permis, en famille, de se relancer dans la tête. Il disait que l'année 2019, où il courait vraiment après les performances, il était même allé un peu trop loin, il en avait peut-être un peu marre. Le fait d'arrêter la natation, d'être avec sa famille, avec son frère, je pense qu'il a énormément joué aux jeux vidéo, on va pas se mentir comme tous, lui a permis, quand ça a réouvert, de se remettre à fond dans la compétition. Et écoute, 1 an et demi plus tard, ça porte déjà ses fruits. Et Erwan le disait, ça c'est les mecs qu'on a envie de voir aux Jeux 2024, hein, pourquoi pas un médaillé d'or olympique. Ce qui est marrant avec la natation, c'est qu'on sait que c'est l'un des sports les plus hardcore quand t'es jeune. Ah, clairement. Nous, on a fait des centres de formation avec Thomas Basket. On s'entraînait tous les soirs, c'était un vrai plaisir. 2 heures tous les soirs. Chemino, avec des mecs et tout, ouais. Chemino, Ouais, t'es content, tu joues au basket. Là, t'es La seul. natation, c'est l'un des sports les plus hardcore. Tu t'entraînes, tu dois être là dans la piscine le matin à 6h30, 7h du mat. T'es 4 heures, voire 5 heures par jour dans la piscine. Ouais. Et lui, ce qu'on dit, c'est que Léon Marchand, quand ses parents, qui sont 2 anciens sportifs olympiques, qui avaient fait les JO, lui, quand il a commencé la natation, il avait froid dans l'eau. Ouais. Tu vois, donc au début, il n'avait pas des sensations de ouf, mais ce qui est marrant, c'est que des fois, les gens, ils ont besoin de couper la natation. On se souvient de leur Manou, qui avait complètement explosé avant de revenir. C'est un des sports les plus hardcore quand même, parce que très jeune, tu dois faire des concessions qui sont très dures à faire quand tu as 14-15 ans. Et Manodou, je me rappelle d'un reportage avec Philippe Lucas, c'était quoi? C'était 12 à 15 bornes de piscine qu'elle s'envoyait par jour. T'imagines un peu le truc? C'est d'une violence, c'est violent la piscine. Hein. Très difficile. C'est cool, juste un mot sur le championnat du monde de natation. Il y a une nouvelle génération de nageurs français et françaises avec Marie Wattel qui a cherché une belle médaille d'argent aussi. Johan Endel-Brouard qui, vous vous souvenez, c'était le Tis Messoin là, qui s'était cogné aux Jeux Olympiques. Je sais plus si c'était au JO ou au championnat du monde. Je crois que c'était au JO. On s'était moqué de lui. Le mec était tout jeune, qui lui aussi a 21 ans, qui est quand même un très bel espoir de la natation en France. On a eu une période faste, fin des années 2010, début des années 2010, avec notamment un sprint français extraordinaire. On a eu une petite traversée du désert et là, ça revient fort, donc c'est très cool. Et ces championnats du monde sont très intéressants à suivre. Et si vous voulez voir des beaux espoirs, il faut aller à Aqua Boulevard le week-end, visiblement. On a vu des très beaux nageurs. Mais tu sais que Petit bassin, Les chanteurs aussi. pas trop d'espace pour Mais tu nager. sais qu'à l'INSEP, ils avaient une sacrée réputation, il paraît, les nageurs. Ouais. Parce que vu qu'ils travaillaient énormément, c'était aussi ceux qui, quand le travail était terminé, qui relâchaient un petit peu. Voilà, exactement. Bon, il paraît que c'était les soirées à faire. Je n'y étais pas, bien évidemment, à l'INSEP, donc je vous laisserai nous confirmer dans le chat. Merci, Journaliste. Source, t'inquiète. Source. Tu connais. Tom, on va parler de tennis. Alors là, franchement, c'est pas une bonne nouvelle pour le coup. On tranche clairement dans l'ambiance un petit peu de cette émission. Un seul Français présent dans le top 50 à l'ATP, ce n'était pas arrivé depuis plusieurs décennies. Et quelle surprise! Oui, Surprise, parce c'est ça que tu on nous les l'avais voyait annoncé. briller récemment. Non, mais il fallait bien que ça arrive. Ouais. Gaël Monfils est donc le seul Français dans le top 50. Donc c'est une brave catastrophe. Gaël Monfils qui a passé son prime depuis belle lurette. Le plus gros problème, on le dit, donc ça fait depuis 2005 qu'il y avait 15 joueurs dans le top 50. Ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a personne pour la suite. On parle de Lucas Pouille qui a complètement disparu. On parle d'Hugo Humbert qui a souffert d'un Covid long et du coup qui a fait une saison catastrophique. On parle d'Hugo Gaston, un mois dans l'année, c'est au moment de Roland Garros, sinon ce n'est plus un joueur de tennis visiblement. Le problème c'est que c'est la suite parce que chez les moins de 23 ans, à part Hugo Gaston, il n'y a personne dans le top 100. Donc c'est une brave catastrophe. On le sait, alors la fédération ne cesse de le répéter, elle n'est pas inquiète. Il y a un moment, quand même, il va falloir se poser les bonnes questions sur la formation. On a déjà eu un débat, je me souviens ici. Peut-être regarder ce que font un peu plus les voisins italiens qui ont sorti une sacrée génération. Et puis nous, on doit faire le dos rond là, pendant quelques années parce que je ne vois pas vraiment qui on peut sortir. Moi, j'ai un nom, hein. Faut donner des wildcards à Stephen Brun. Oui, c'est vrai. Qui monte en puissance. Qui monte en puissance, hein. Mais c'est quelqu'un du tennis français. Mais avant Wimbledon. problème de discipline, hein, il faut le dire. Vraisemblablement, ouais. On a eu écho de certaines choses. C'est un peu compliqué. Moi, ce qui m'étonne, tu vois, dans cette news, nous on en parle, mais par exemple dans l'équipe, ça n'a pas fait des grandes lignes. Dans les médias ce matin, ça n'a pas fait de grands tollés. J'ai l'impression que ça se passe dans une certaine indifférence quand même cette affaire. Ouais, mais parce que moi j'ai l'impression que c'est juste un truc qu'on attend depuis des années et finalement on se dit mais ça arrive que maintenant.
c'est juste ça. Après, j'ai l'impression que cette année, on donne plus la lumière aux gens qui partent à la retraite, comme Wilfried Tsonga, comme Gilles Simon à la fin de la saison. Et puis, je pense que c'est l'après qui va être compliqué, qu'on va se rendre compte qu'on n'a plus que Gaël Monfils, on a 8 joueurs seulement dans le top 100. C'est une catastrophe. Et on se rend compte aussi du travail effectué par les 4 mousquetaires à l'époque aussi. Mais bref, il faut... C'est mieux chez les filles Non, chez les filles, c'est une catastrophe. Je crois que c'est encore pire. Je crois qu'il n'y a pas de filles dans le top 50. D'accord. Donc c'est une catastrophe sur tout le tennis français. Mais comme pas, ça va bien se passer. Je suis très ému. C'est la voix qui trempe. Mais comme dit Tom, et on en parlait quand on avait eu ce débat-là, avec, je sais plus si c'était avec Antoine ou avec Tom de Tennis Reporter, mais ça montre à quel point le travail qu'ont fait Richard Gasquet, Gaël Monfils, Wilfried Tsonga et Gilles Simon a été énorme, malgré peut-être le manque d'un grand chelem, le manque d'une présence régulière dans les derniers carrés de ces tournois-là. Quand on voit le vide qu'ils laissent derrière eux, c'est peut-être à leur honneur de rappeler que maintenant qu'il y en a quelques-uns qui se barrent, c'était des carrés extraordinaires. Exactement. Surtout que moi, qu'il faut travailler différemment. C'est ce que aussi Antoine Benito nous a dit. Même dans la détection, je pense. Et surtout dans la détection, il va peut-être falloir aller un petit peu plus loin que les familles aisées, pour aller chercher d'autres potentiels. C'est dit de manière crue, mais c'est un petit peu la vérité. Quand je vois le rugby, quand tu vois l'équipe de France aujourd'hui de rugby, comme elle s'est ouverte, notamment dans des endroits où le rugby n'était pas accessible, et comme ils en ont bénéficier aujourd'hui. Je crois que le tennis doit s'ouvrir et devenir, en tout cas dans l'approche, beaucoup plus populaire que ce qu'ils ont. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté. Ça se murmure pour l'instant, mais dans les faits, ça se voit pas encore. Le judo fait ça là, en ce moment. Ils sont en train de construire, je crois, 1000 dojos à travers la France. Et justement, ils veulent remettre des dojos dans les quartiers, notamment populaires, où grosso modo, les gamins pourront faire du judo, mais ils pourront faire aussi du soutien scolaire, avoir des ordinateurs et tout, etc. Enfin, tu as vraiment tout un projet. C'est vrai que le tennis devrait... Le judo est en concurrence directe avec le MMA qui est en train d'exploser. Ah oui, clairement. J'ai l'impression que moi, tous les jours, je rencontre un nouveau mec qui fait du MMA. Oui, c'est vrai. Du coup, pour le panel aussi, alors c'est vrai, clairement. Mais du coup, moi, j'ai plus envie de me battre. Parce que maintenant, tout le monde fait du MMA. Déjà, je gagne pas beaucoup. On est meilleur au padel. Il faut connaître son sport et ses qualités. Mais un petit espoir quand même pour le tennis français, c'est Gabriel Debreu. J'ai vu qu'on en parlait dans les commentaires. C'est celui qui a gagné Roland Garros Junior. Il a que 16 ans, donc on va l'attendre un peu. Mais voilà, une petite note d'espoir. Un mec qui peut, pourquoi pas, confirmer les attentes, ce qui n'est pas très français. C'est toujours sympa de finir sur une petite note positive quand même dans cet océan de noirceur. Polo, on va parler de français, d'un français qui a notamment performé, c'était ce week-end, un de tes chouchous. C'était le Tour de Suisse. Le Tour de Suisse s'est achevé, si je ne dis pas de bêtises. Il s'est achevé et notre ami Thibaut Pinot a performé. C'était la dernière grande course de préparation avant le Tour de France. Donc certains choisissent le Dauphiné, on en a parlé la semaine dernière, d'autres choisissent le Tour de Suisse. Et on avait notre Thibaut Pinot national au Tour de Suisse qui, rien d'autre que le 18 juin, a décidé de remporter une magnifique victoire d'étape le jour de mon anniversaire. Donc bravo à lui. Il le savait. Et je lui ai répété, je pense, une demi-douzaine de fois dans ses DM. Le maillot en passant, joyeux anniversaire. Tu caches le sponsor et tout, c'est catastrophique. Non, lourd, pourquoi? Ça aurait pas plu à Marc Madiot, mais moi ça après tout. C'est un délire perso. C'est vrai qu'on voit rarement ça, mais parce chose qui fait rire Marc Madiot. Il y a l'importance de bien fermer le maillot, on le sait. Souvent, les arrivées en montagne, t'as chaud, mais tu fais l'effort de fermer pour bien que le sponsor soit visible quand tu lèves les bras. C'est très important pour les sponsors dans le vélo notamment. On n'a pas trop de célébrations comme ça, un peu Superman dans le cyclisme. J'aurais bien aimé, mais bref, c'est pas arrivé. Ce qui est arrivé, par contre, c'est une très belle victoire de Thibaut Pinot, qui s'est laissé un peu décrocher pendant toute la semaine, qui n'a pas trop fait d'efforts, qui n'a pas eu du temps. Et puis, paf, la dernière étape, il va en échapper. Il règle tout le monde à la pédale dans la dernière difficulté, même si c'était mal parti. Il souffre beaucoup de la chaleur, Thibaut Pinot. Et en Suisse, il faisait très, très chaud ce week-end, à l'image de ce qu'on a vu en Europe et particulièrement aussi chez nous. Mais ça ne l'a pas empêché de gagner. Et c'est quand même de très, très bon augure avant le Tour de France. On sait que son coéquipier, David Gaudu, n'a pas forcément rassuré, lui, côté Dauphiné. Lui rapporte des gages de confiance. Déjà, il en a pas. Il a dit qu'il va aborder le Tour de France en pleine confiance et des gages de forme qui sont quand même très rassurants. Donc on verra pour le Tour de France, mais c'est que de bonne augure pour Thibaut Pinot qui rapporte 2 victoires en moins d'un mois, un peu plus d'un mois peut-être, alors qu'il n'avait plus gagné depuis 2019 au Tour de France 2019 dernier. Donc c'est très 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 rassurant vu du Tour. Et le Tour arrive, le Tour s'approche et je sais que notamment il faudra suivre bien sûr roue libre pour tout ça. Parlons du vainqueur de ce Tour de Suisse, Geraint Thomas qui s'impose. Qu'est-ce que t'en tires un petit peu comme conclusion, Polo? C'est intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu le Dauphiné la semaine dernière. On a vu Primoz Roglic, on a vu Jonas Vingegaard, qui sont 2 des favoris. Il y a eu le Tour de Slovénie en même temps que le Tour de Suisse. On a vu Tadej Pogačar rouler sur la concurrence. Mais le Team Ineos, lui, avait choisi de se préparer en Suisse.
Geraint Thomas, Adam Yates et Daniel Felipe Martinez, qui étaient les 3 en ballottage pour être leader sur le Tour de France. Le fait est que le Gallois, qui a remporté le Tour en 2018, s'est largement mieux débrouillé que ses 2 coéquipiers, ce qui n'est pas rassurant d'ailleurs pour le team Ineos, parce que c'est un coureur vieillissant qui peut tenir une semaine, qui est bon partout, mais pas excellent en montagne, et surtout moins bon rouleur et moins bon grimpeur que Primož Roglič. Combien de temps il dure le Tour de Suisse? Une semaine. D'accord. Une semaine, comme le Dauphiné, c'est vraiment ces courses de préparation là, du Tour qui durent une semaine. Donc, ce sera intéressant de voir qui sera leader chez Ineos. Geraint Thomas se place en pole position. Mais on a vu un Tadej Pogačar, même si sans concurrence, très fort ce week-end. On avait aussi Primož Roglič et Jonas Vingegaard très forts. J'ai peur quand même que le team Ineos ne soit plus le team Ineos qu'on a connu il y a encore quelques années, justement, avec le Gallois qui gagnait le Tour et avec Chris Froome et Egan Bernal. Donc ce sera une curiosité. C'était ça la vraie curiosité de cette semaine, de jauger un peu des forces en présence avant le Tour de France qui commence dans 2 semaines. Il y avait un petit message de Miopo sur le chat qui nous disait bravo et un petit mot sur la performance de Ken Bogard. Je pense qu'il fait écho bien sûr à l'échappée. Un petit mot là-dessus quand même, parce que je sais que nos 2 sports sont confrontés justement à des challenges, on va dire, où les influenceurs se mettent en scène. C'est quoi un petit peu ton avis sur tout ça? L'échappée, c'était mis en place par Domingo il y a maintenant quelques années. On se souvient notamment que David Gaudu était venu commenter la première qui s'était passée ici à Webedia. Donc en fait, ça rejoint plein de streamers, plein de youtubeurs qui se font une petite course sur Zwift. Alors ça, c'était le cas de la première édition. La deuxième était un peu plus travaillée. Alors, je vais pas te mentir, Manu, j'avais autre chose à faire ce week-end, donc j'ai pas pu la regarder, puisque elle aussi se déroulait le jour de mon anniversaire. On avait encore une fois beaucoup de streamers, dont Ken Bogard, donc notre ami Rivenzi aussi y était, Gotaga et Brocky qui sont nos bons potes. Il hostait. Non, il était en remplacement en fait. Casté. Ah ouais. Parce qu'il y a un gars qui s'est blessé. C'est donc il l'a remplacé. Ouais. Apparemment, Ken Bogard les a démontés. Hein. Ken Bogard était tout seul. Il a un vélo qui doit valoir 65 000 euros. Alors, Carbone, il vient tous les jours bosser en vélo. Bravo à lui. De ce que j'ai vu, les gens dans le chat me diront si j'ai des bêtises, mais Ken Bogard était tout seul là où les autres étaient en duo. Je pense notamment à Brocky, notre bon pote Brocky qui était avec Gotaga. Comme le dit dans le chat, je ne sais plus qui. PA fait un travail incroyable, Domingo, qu'on salue et qu'on félicite, un travail incroyable pour la démocratisation du sport sur Twitch et digital, et notamment du vélo. Donc en savoir, on se souvient qu'il avait fait Paris-Roubaix, entre guillemets, avec Inox, et que ça avait cartonné, les images étaient très cool. Donc bravo à eux. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Kaito et McFly qui ont remporté la compétition. Donc visiblement assez sportifs, nos deux amis stars de la petite lucarne. Donc bravo à eux. Et puis encore une fois, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans le chat, étant donné que j'ai vu que des bribes de cette compétition. Non, mais je t'en parlais parce que c'est vrai qu'on est pas mal questionné sur, tu sais, en sport auto, il va y avoir à la rentrée le Grand Prix Explorer, je crois, où notamment justement Domingo y sera. Enfin, il y a tout un tas de personnes qui travaillent ici, notamment qui vont y participer. Et c'est vrai que ça crée des émules et je pense que c'est des choses qui doivent faire des belles audiences et en tout cas qui attirent une certaine curiosité. C'était plein, hein, là. Oui. Là où vous étiez, c'était plein. Exactement. Le de l'INSEP, si j'ai bien vu. Il y a autant de public à l'INSEP comme ça ? Pourquoi pas ? Il y a une tribune. Hein. Il y a un grand vélodrome, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, qui est le gros vélodrome, le centre de la piste du cyclisme sur piste en France. Mais c'est possible, je n'ai pas vu les images. Il m'avait l'air un peu plus petit que celui de Saint-Quentin. Clairement, c'était beaucoup. On a un commentaire, on nous dit merci pour le spoil, parce que Carito et McFly ont gagné, on imagine. Gros, le Titanic, il a coulé aussi. Hein. Exactement. Et Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain si jamais tu cherchais. T'es sur Internet, frérot, fais un effort. Ouais, tu vois, c'était à Saint-Quentin. C'était au vélodrome de Saint-Quentin qui est vraiment le plus grand. Si le vélo sur piste vous intéresse, etc., allez faire un tour là-bas. C'est incroyable. Il y a un énorme spot, il y a du VTT tout autour et tout. C'est vraiment très cool. C'est sorti de terre il n'y a pas hyper longtemps, à l'occasion d'un championnat du monde du coup de cyclisme sur piste. Et c'est une vraie belle. En tout cas, il y a moi les images que j'ai vues sur les réseaux, il y avait une ambiance incroyable. Ouais, ça avait l'air d'être fou. Et d'ailleurs, ce week-end, vous savez quoi, les gars, il y a une étape de CrossFit, des CrossFit Games qui se passe en France du côté de Saint-Quentin. Pour ceux que ça intéresse, qui sont dans le fitness. Ils étaient 2600 dans le vélodrome pour l'échappée. 10 000 personnes, moi. Magnifique. C'est un mec dans le chat, on était quasi 2600. 2600. 2600, ouais. Bravo. Félicitations pour cet événement. En tout cas, c'est très impressionnant. Parlons des sports un peu mécaniques, les amis, avec deux nouvelles. C'est pas ce qu'on vient de faire, Manu ?
Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Je vais te faire cette transition à chaque fois. Tu sais que j'y pense à chaque fois, cette transition. Je me dis, arrête, c'est bon, on la fait pas, on est en fin de saison et tout, etc. Ils vont jamais être re-signés pour l'année prochaine si t'insistes là-dessus. Parlons un petit peu de MotoGP, les amis. Mais c'est pas à cause de ça. Parlons un petit peu de MotoGP et de Formule 1. On va commencer avec le MotoGP parce qu'on a quand même 2 Français qui ont encore une fois fini aux 2 premières places. J'ai l'impression de me répéter à peu près chaque semaine sur ce plateau. Le récital notamment de Fabio Quartararo du côté de l'Allemagne, du côté du circuit du Sachsenring. Il était 2e sur la grille, le champion en titre qui a pris la tête très rapidement pour faire un cavalier seul. Alors, sur les 3 premiers tours, on a eu le droit à une joute absolument extraordinaire entre Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Alors, désolé pour le spoil, à votre avis, comment ça s'est terminé? Il est tombé. Mais j'allais te demander parce que j'ai vu que Bagnaia partait en pôle et je vois que Quartararo gagne. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'il a fait encore? 3 petits tours et notre ami, il est parti en glisse. Et alors, génial, il passe en interview. Neymar, en fait. Oui, c'est exactement ça. Sa vie par terre. Il roule sur du savon, le mec. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Mais en plus, le truc est génial. Il descend de la moto, il se fait interviewer en zone mixte et on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est encore passé, Pecco? Il dit, là, cette fois-ci, j'ai pas compris. Il a dit, je te jure. Il a dit ça. Il fait le même virage que d'habitude. C'est ça. Donc voilà, Pecco. 4e fois de suite, il abandonne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est franchement. Fuite quand même. Il va y avoir du travail de préparation mentale, je pense, qui va pouvoir l'aider. C'est exactement ça. En tout cas, le pilote Ducati est parti à la faute. Une course qui s'est déroulée dans un cagnard, dans une fournaise, 36 degrés dans l'air, 50 sur la piste, et a de nouveau consacré, je vous le disais, donc 2 Français, Quartararo pour la gagne, Johan Zarco pour la 2e place. Les 2 tricolores qui ont quand même dû s'employer en fin de course. Alors Quartararo, lui, il était carrément malade tout au long du week-end. Il a connu en plus des difficultés dans le choix de ses gommes, puisqu'il était parti sur des pneus arrière intermédiaires, mais la piste était tellement chaude qu'il a fini avec des gommes qui étaient complètement mortes, là où les autres étaient partis justement sur des gommes beaucoup plus dures. Il a perdu en grip, il a fini véritablement en glisse. Heureusement, il avait rapidement créé l'écart pendant la course, donc du coup, à la fin, il n'avait plus qu'à gérer. Et Zarco, lui, avait opté, comme tout le monde, pour des pneus durs à l'arrière, mais il a perdu, je crois, 3 à 4 kilos, notre ami Johan Zarco, pendant cette course, tellement il faisait chaud. On a vu une image de la cool room, tu sais, c'est quand les 3 pilotes qui vont monter sur le podium sont en train de boire un petit coup d'eau, ils discutent entre eux, ils échangeaient, ils étaient rincés. Ils étaient morts. Et ils disaient, mais t'as perdu combien de kilos, toi? Ça s'est changé comme ça. Et Zarco a dégommé 2 bouteilles et il disait, mais j'arrive pas à récupérer. Et pourtant, je peux te dire que c'est des sportifs. Généralement, tu vas pas courir avec eux parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Bref, Jack Miller a mis la pression à Johan Zarco, mais Zarco a tenu et a pris la 2e place. 3e victoire pour Fabio Quartararo cette saison. Il a désormais une avance de 34 points sur l'Espagnol Espargaro. Ça sent bon. Voilà, on était très pessimistes il y a encore quelques semaines, mais ça sent très bon. Il le fait au talent, parce que tu l'as dit, redit, c'est que sa moto, elle n'a pas spécialement évolué. En vitesse de pointe, voilà. C'est vraiment un problème en vitesse de pointe. Là, c'est vrai que sur le Sachsenring, on était davantage, on va dire, sur une caractéristique qui peut convenir, notamment au pilotage de Quartararo et aux caractéristiques. Et Zarco, il va le gagner quand son premier Grand Prix? C'est la question, $1 million. Vraiment, à tourner bien autour quand même. Hein. Mais tu sais, il reste. C'est le Jean Alési du MotoGP. Et tu sais que c'est marrant, j'y pensais. Il faisait pas autant de podiums. Non, pas tout à fait. Mais c'est vrai, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il reste quand même super positif, Johan Zarco, parce que tu sais, ça aurait pu être compliqué. Il est arrivé quand même en MotoGP avant Quartararo. Il voit Quartararo aller chercher ce titre qu'on lui promettait depuis quelques années. Et dans ses interviews, à chaque fois qu'il finit 2e, il reste très positif. Est-ce qu'il est trop gentil? C'est une question peut-être qu'on posera, tu vois, dans les semaines qui viennent. Mais je pense qu'il faut qu'il reste en tout cas dans ce mood-là pour continuer, en tout cas espérer, mais il gagnera un jour, c'est pas possible avec la Ducati dont il dispose. Il a l'arme en tout cas redoutable pour le faire. Et puis un petit mot de Formule 1 très rapidement. Vous dire que si vous voulez plus de détails, vous allez voir les pistonnés, bien évidemment. Pas de spoil, Manu. Ouais, non, pas de spoil. Alors attends, qui a gagné? Ayrton Senna n'est plus parmi nous. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a fait un long coma quand même. Hein, pour pas avoir l'info. Ou qui vient de voir le documentaire. Ouais, c'est exactement ça. Juste un mot sur Max Verstappen. Souverain à Montréal, il a tout dominé. Il a fait une pole magistrale sous l'appui samedi, 6/10, collé à la concurrence. Il a profité des déboires aussi également de Leclerc et de Pérez. Il a su résister à Carlos Sainz au restart et à la relance bien sûr de la safety car. Bref, aujourd'hui il a 46 points d'avance sur Pérez, 49 sur Leclerc. J'ai même pas envie de rentrer dans les détails tant il est en train d'écurer le spectacle cette année, notre ami Max Verstappen, qui est sur sa planète tout simplement depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Là Manu, si tu devais choisir, il a gagné le titre déjà ou pas?
Bah écoute, c'est quoi, je vais être un petit peu moins prudent que mes deux comparses, Brice et Hamza, qui ont raison d'être prudents parce que. Où est-ce qu'on peut les retrouver, ces deux comparses, Manu? Écoute, dans Les Pistonnés, une célèbre émission produite par First Team Sport, société de production émérite, bien sûr, bien placée sur la place sur la place de Paris. Et voilà, et qui héberge d'autres très bonnes émissions comme Roue Libre, notamment, et Bureau Oval, il faut le signaler. Je crois que c'est important. Du coup, voilà, et on en parle. Moi, honnêtement, je vais dire, plus ça avance et plus je me dis que je vois pas comment. Alors déjà, j'ai l'impression que pour Mercedes, c'est complètement cuit parce J'ai que. été très surpris du tweet de Mercedes. Ouais. Il se félicitait du retour d'Hamilton sur le podium avec une simple 3e place. Ouais, c'est ça. Alors, si c'est Renault qui met un mec sur le podium, Oui. je comprends qu'on célèbre. Ouais, Quand c'est Mercedes et Hamilton. Ça fait 7 courses et il était loin de ça. Hein. exactement. Normal. Ouais. Non, c'est normal. Il était battu, Ils sont à leur place, hein. il était battu Sur leur par son place. coéquipier Et il qui était rookie, surpris. quoi. Ah, mais ils sont à leur place, les gars. Hein. Il était tout sourire comme on l'avait pas vu depuis le mois de mars. Ah Notre ouais. ami Lewis Je pense Hamilton, que il a. c'est beaucoup plus dur ils qu'on se font dans le imagine. Ça dur. fait 2 mois que les mecs ils sont en galère. Il a une voiture qu'il ne comprend pas, qui est nulle à chier par rapport aux autres. Bah, gros, tu fais un podium, c'est devenu un pilote normal. Ouais. Exactement. Dans une voiture, Dans une voiture, un non, pilote voilà, dans une voiture normale. Ouais, Donc tout un à podium, fait. ça se célèbre. Exactement. Et puis. Qu'est-ce qu'il fout Van Persie sur le podium La trace de pneu. rappelle, Là, on est en plein dedans. Ça, c'est des grands souvenirs, les amis. Mais oui, non, t'as complètement raison. Et en plus de ça, il est vraiment en difficulté. C'est compliqué. Il est comparé avec Russell. Il prend beaucoup de risques dans ses réglages. Et il est un petit peu tensé. Et là, ça lui a apporté en tout cas un beau rayon de soleil. Toto Wolff a pour la première fois accepté l'idée qu'il s'était complètement planté de direction dans le développement de la voiture, dans la création de cette voiture. Mais il semblerait qu'ils aient trouvé quelque chose, en tout cas ce week-end et depuis quelques semaines. Mais on a compris entre les lignes que ce ne sera pas pour jouer quelque chose dès cette saison, optimiser cette saison pour préparer au mieux l'année prochaine, ce qui est un budget capé qui t'empêche de faire tout ce que tu veux quand tu as l'argent de Mercedes. Et Manu, juste une petite précision, coéquipier rookie, évidemment, je parlais de George Russell, et évidemment, il n'est pas rookie, mais c'est sa première année chez Mercedes, c'est plus comme ça que je Ça vais le dire, mais reste ça un se jeune dit espoir. peut-être pas, mais en tout cas, oui, c'est un jeune espoir, et ce n'est pas un rookie au sens littéral du terme. Il se passe quoi chez Ferrari? Chez Ferrari, écoute, ils ont des problèmes de fiabilité terribles. Leclerc a dû changer son moteur, il est parti 19e. C'était un petit peu trop loin pour essayer d'espérer quoi que ce soit. Et Carlos Sainz, il a manqué de tranchant. En fin de course, il avait une vraie opportunité, une vraie possibilité d'aller chercher Verstappen. Il y a peut-être une erreur de la part de Ferrari qui, au moment du changement de pneus, a opté pour des hards. Peut-être s'ils avaient eu des intermédiaires, des médiums, voilà, c'est ça. Peut-être que ça aurait pu être plus intéressant. Il aurait peut-être pu avoir un avantage. Je pense aussi que Carlos Sainz, il est encore un petit peu. Mais il y a une safety car, non Ouais, c'était pendant la safety car. Il a changé ses pneus. Ils sont partis sur les hards. On n'a pas trop bien compris. Peut-être qu'il n'avait plus que ces pneus-là. On va attendre la communication de Ferrari. Mais en tout cas, je pense aussi qu'il est un petit peu tendre, notre ami, parce qu'il a fait des tentatives qui étaient un petit peu timides. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit avec les pistonnés en préparant l'émission. Si tu inversais la position Verstappen 2 et Carlos Sainz 1, je pense que Verstappen lui aurait tenté un frein de l'espace ou en tout cas aurait testé quelque chose. Sainz, c'est peut-être ce qui lui manque encore pour aller chercher sa première victoire, en espérant pour lui que ça arrive dès cette saison. La différence entre les méga super C'est dans la tête, quoi, tu vois. et les bons pilotes. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, c'est comme dans tous les sports. Ça joue un détail et c'est souvent dans la cabessa. Est un génie, là où Sainz est un très bon pilote. Puis du culot, quoi. Du culot aussi, tu vois. C'est de tenter, de te dire, bah écoute, c'est pas grave, tant pis, je prendrai peut-être la deuxième place. Il faut que j'aille chercher la victoire. Il y a une dernière question intéressante. L'abandon de Perez, est-ce que ça peut signifier des problèmes de fiabilité côté Verstappen à venir? Ce qui arrangera bien nos affaires. Ce qui arrangera bien notre suspense pas au qu'on est championnat. contre Verstappen, mais qu'on aimerait bien un championnat un peu serré. Non, mais oui, bien sûr. En fait, on se focalise beaucoup sur les problèmes de fiabilité de Ferrari depuis quelques semaines parce qu'il y a une série qui est dramatique depuis 5 Grands Prix. Mais on oublie souvent aussi que Red Bull a racheté entre guillemets le département moteur de Honda et c'est eux-mêmes qui sont chargés de l'entretien de ce département moteur. C'est pas leur métier, hein, Red Bull, qui, je vous le rappelle, vendent des canettes avant tout, avant de faire bien sûr des sports extrêmes. Et pour le coup, il y a un vrai point d'interrogation parce on les avait vus faire des erreurs justement dans l'entretien des moteurs en début de saison. Et quand tu vois, on ne sait pas d'où vient encore clairement le problème de boîte de vitesse. C'est tombé sur Perez, ça aurait pu tomber sur Max. Et on verra notamment cet été où on nous annonce des températures caniculaires, voir ce que ça donnera en tout cas sur les voitures, voir si elles souffront en tout cas comme ça a été le cas en début de saison. Voilà les gars, pour la Formule 1, le MotoGP, le sport mécanique, le sport en général. Je crois qu'on a balayé un petit peu l'actualité de ce week-end. On va quand même regarder et refermer ces news. Les gars, vous vouliez parler d'un drôle de sport. En fait, on voulait se poser une question et j'espère que le chat va pouvoir nous aider. Est-ce que vous connaissez
ce sport, on va appeler ça comme ça pour l'instant. Mais J'espère que c'est pas le Quidditch. on voit en tout cas, Ouais. Et on respecte le il y a deux équipes, parce qu'on voit des maillots différents. Il y a un score, puisqu'on voit on voit que c'est compté. Il y a des points. Mais Il y a un terrain. Il y a un terrain. Et après, voilà. Mais je sais pas ce qu'ils font. Voilà, Et c'est le chat en fait. Ils sont attachés. C'est un chat, non C'est un chat en fait. Mais il faut que. Ou un chat un peu MMA quand même. Un chat. On peut passer un peu de temps et analyser un peu ce qu'on voit parce que là. C'est ça que je Regarde le coup de pied des Indiens là. Hop, là. Ah, puis qui joue avec qui en fait? Parce que là j'en vois un qui essaye de se taper avec 4 mecs quoi. Tu remarqueras, ils sont main dans la main. Il y a ces deux couples qui doivent attraper du coup le mec en noir. Ils font des petites feintes. Ok, le coup de Moi, pied. la dernière fois que j'ai vu ça, c'est Trap Bisou en CM2. Donc, C'est assez étonnant. On dirait le taureau du chat perché quoi. Le un petit peu. Kabaddi, vous êtes trop fort. C'est vrai, voyons. Kabaddi. On a que des experts Alors, aujourd'hui. Bravo les gars. Traditionnel. Eh ben écoute, tu vois, on a été médisants. On pourrait peut-être demander en régie nous apporter d'autres images de ce sport ouais, parce que moi je suis vraiment curieux. Si on a un peu de temps, alors, je ne sais pas, toi, Bien le sûr, maître bien du sûr. conducteur Manolo, ce que tu en penses ou pas Tu sais que je suis un Mais- parfait maître du temps là-dessus, fais-moi confiance. Il y a un animé japonais dessus. Vous êtes trop forts les mecs. Attends. D'accord. Ouais. Kabaddi. Ah oui, animé. Alors je vais chercher les règles pour qu'on trouve des trucs. C'est Kabaddi incroyable ce truc. est un Kabaddi. jeu qui moi, je se connaissais le joue Jacadi, mais ça n'a rien à voir. en Asie du Sud-Est, au Japon et en Iran. Oui, évidemment en Inde. Nanana. Il est particulièrement répandu aussi au Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Bravo. Écoute, bravo, on se couchera un peu moins bête ce soir. Merci les gars, c'était magnifique. Et allez, tiens, une petite séquence émotion, c'est pour toi, Tom. Je voulais te tu t'es levé dimanche matin ou pas? Dimanche matin, oui, pour Téléfoot avec Jean-Michel Aulas. Eh oui, exactement. Interview exceptionnelle. Regardez, petit extrait. Il a pleuré, Jean-Mich. C'était pour les 30 ans. En fait, il y a eu un très beau sujet, en tout cas, qui était consacré à l'épopée des 30 ans de Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais. On sait qu'il y a des négociations et que mardi, on va en savoir un petit peu plus justement sur l'avenir de l'actionnariat de l'OL. Et Jean-Michel était très ému. On peut peut-être se mettre un petit morceau de la bande-annonce tranquillement. Ça arrive. Eh bien, écoute, on va meubler, il n'y a pas de souci. C'était donc avec. Est-ce que ça sonne pas la fin un petit peu Ah, si, je trouve. Jean-Michel Aulas, le rachat, Si, un grand documentaire sur Téléfoot pour retracer son immense carrière. Mais, tant mieux, hein, mais en tout cas, on est en train gentiment de préparer la. Et de le voir ému, en tout cas, comme ça. De le voir ému comme ça, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a ce. Un tapis, ils avaient. C'était Mobo Afsi qui avait interviewé Jean-Michel Aulas avec des images et un message de Bernard Tapie à l'époque. Exact. Jean-Michel Aulas était très ému déjà Clovis. à l'époque. Ah, Clovis. Là, tu vois, on parlait souvent des stars Mais attends, c'était pas une qui aiment certains clubs. Clovis Cornillac est clairement l'égérie de l'Olympique Lyonnais. Hein. Exactement. Avec John Rachid. Exact. Qui le troisième déjà qu'on disait Florence Foresti. Non, les Astiers, non? Les Astiers sont pas supporters de Lyon, les Je parle Astiers. pas Lyonnais, je parle pour l'OL. Ah, supporter Parce que de je l'OL. parle, Ah, il y a Paul Bocuse, il y avait Paul Bocuse. Paul Bocuse, absolument. Il y avait Paul Bocuse. Mais c'est vrai que ces images, quand tu revois ces images, tu te dis, pour nous, t'as l'impression que c'était il n'y a pas longtemps, et tu te dis que T'as 20 piges. ça a bien vieilli. quand même. Mais il a 73 ans, je pense qu'il y a quand même, on l'oublie souvent, mais il y a une fatigue, ça te demande tellement d'efforts, et je pense qu'à cet âge-là, il prépare tranquillement la transition, et c'est pour ça qu'il a signé un contrat pour 3 ans. Enfin, si ça se fait en tout cas, je pense qu'il veut un peu vivre le foot, mais de plus loin, et c'est normal. Mais en tout cas, on n'oubliera jamais que c'est peut-être l'un des plus grands présidents, et qu'il a amené Lyon sur de nulle part, quoi. C'est Exactement. le plus grand, sans aucun doute. Exactement. C'est pas 35 ans Oui. à la tête de ton club. Puis il a créé une multinationale, quoi, hein, côté en bourse, etc. Enfin, c'est clairement. absolument extraordinaire. Il le dit dans l'interview, il dit, mais on y reviendra tout à l'heure, il explique que justement, non, il reste aux affaires à Lyon, que même s'il y a un nouvel investisseur, ça sera lui le patron du sportif. On verra l'évolution, mais comme tu l'as très bien dit, Tom, on dirait que ça sent un petit peu la fin. On nous dit Domenech, ok, nous dit le Jot. Bah Alors là, ouais. pour le coup, Lyonnais, hein. on est Lyonnais, toujours ouais. très critique. C'est lui qui avait fait monter l'Olympique Lyonnais en première division. Mmh. Voilà, exactement. Et entraîneur par la suite. Ouais, tout à fait. Ouais, entraîné, Et ouais. tacleur aussi. Et oui, ouais. Surtout Boucher, Boucher, charcutier. Il était payé en Boucher. ticket restaurant d'ailleurs. Ouais. Voilà pour les news, les amis. Tout de suite, c'est l'heure d'un sommet dans cette émission. Déjà, on va parler de NBA, mais surtout, on va laisser Tom Chervino prendre le micro. L'été arrive et il a plein d'amour à donner. Le problème, c'est que personne n'en veut, mais il est quand même là aujourd'hui pour le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Ouais, en ce mois des fiertés, j'ai plus envie de me cacher. Je crois que je me suis rendu à l'évidence, je ne suis pas fait pour les femmes. Alors avant que tous les fans de l'homme pâle ne s'emballent, je ne suis pas non plus fait pour les hommes. Mais pas de relation ni avec les femmes, ni les hommes, ni les animaux. Hein. Désolé pour ma communauté d'agriculteurs. Oh là là, quelle méprise de la campagne. J'ai le droit, hein, puisque je l'ai vécu moi, cette vie rurale, avant de goûter aux paillettes de la
la vie parisienne. J'ai connu le vrai avant le faux. Hein. J'ai dépecé des lapins avant d'en poser. Pour en revenir à ma prise de conscience, j'ai compris qu'en fait, j'étais fait pour les stars. Dans un couple, on a souvent besoin de s'identifier à l'autre, d'admirer même sa moitié. Et moi, je dois vous le dire, je ne me retrouve pas dans le français moyen dont la seule apparition dans le journal arrivera le jour de sa mort dans la chronique nécrologique. Non, moi j'ai besoin d'une star qui me fait vibrer et cette semaine, je crois que je l'ai trouvée. Alors toi, le fan justement de NBA, est-ce que tu n'aurais pas trouvé la star qu'il te faut durant les finales NBA? Ça c'est mon Manu, journaliste d'investigation. Ouais. Depuis 15 jours, c'était les finales NBA, le summum de la saison de basket, hein, cette période où seuls les meilleurs joueurs se montrent. Les finales, c'est un peu comme les primaires en politique, ça fait un tri, ça ne laisse pas de place aux imposteurs. Du coup, cette comparaison ne marche pas du tout. À cette période de la saison, on retrouve que le gratin, hein, the greatness en anglais. Noël, greatness. On y retrouve surtout un certain Stephen Curry. Et moi, je dois bien vous le dire, il m'a tapé dans l'œil, hein, comme un flashball en manifestation. Il m'a fait oublier mon premier amour, celui que j'ai tant aimé avant les autres, James Harden, hein, qui au contraire de Bilal Hassani aura tout perdu en troquant sa crête contre détresse. Non, Stephen Curry est un joueur qui attire toute la lumière sur lui par son style de jeu déjà, hein, c'est l'homme qui dégaine le plus vite après Jean-Luc Lahaye en zone périscolaire. Chef Curry, comme on le surnomme, à l'un des tirs les plus rapides de l'histoire, mais surtout le plus précis. On parle juste du plus grand shooter de l'histoire. Hein, on n'a jamais vu ça, il est capable de scorer, hein, peu importe son positionnement sur le terrain, peu importe qui est sur lui, le mec est indéfendable. C'est un peu le Paul Harrer des États-Unis. Hein. Si, je vous jure, Polo est indéfendable. Dès qu'il prend position sur un débat. Là, en plus, c'était son anniversaire ce week-end, 30 ans, et comme Stephen Curry, l'âge a l'air de glisser sur lui. En tout cas, Steph a déroulé sur ses finales, notamment lors du dernier match des Celtics. Le mec est venu à Boston, a enchaîné les cartons, hein. Il a fait du TD Garden chez lui en fait. D'ailleurs le Parisien est en train d'enquêter sur cette nouvelle histoire de squat. Drôle d'époque quand même, mais revenons-en Manu s'il te plaît sur Steph. Oui c'est mieux, t'as raison, il a gagné son 4e titre bien sûr NBA ce week-end. On a vu beaucoup de débats sur son classement dans l'histoire. Ouais, chaque titre rabat les cartes dans les classements all-time, donc imagine quand on gagne 4. Le débat aujourd'hui c'est est-ce que Stephen Curry fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire? Et ça c'est des discussions qui me régalent, hein, parce que c'est toujours très dur de trouver des vérités. Tu compares des époques incomparables, des joueurs de l'époque moderne avec ceux qui jouaient en Converse à l'époque, hein, comme les skateurs au collège dès qu'ils faisaient du sport. La différence étant que je n'ai jamais vu jouer Larry Bird ou Magic Johnson avec un slim troué. Pour beaucoup, la place dans le top 10 se joue avec Wilt Chamberlain. Alors Wilt, pour faire court, c'est un joueur des années 60-70 et comment vous dire, il a écrasé la ligue. Hein. C'est lui qui détient le record de points sur un match, 100 points, et il a fait des saisons à 50 points de moyenne et 30 rebonds. Enfin, c'est juste un délire. Hein. C'est le seul mec de l'histoire qui donnait autant l'impression de jouer avec des enfants. Après Michael Jackson encore. Ça va pas la tête. J'en rate pas une quoi. Mais bon, On va avoir des problèmes avec tout le monde. Oh, merde, quoi. Il a pas été innocenté encore. Du coup, est-ce que tu mets Stephen Curry devant un gars pour qui tu as dû changer les règles en NBA? Et pourquoi pas? En même temps, Stephen Curry, lui aussi, a révolutionné le basket et a amené cette culture du 3 points à outrance. Un débat très compliqué pour un joueur pourtant où tout a l'air si simple. Du shoot jusqu'au dribble, en passant par le flow et le sourire. Curry, c'est le kiff en personne. Alors, en ce mois de fierté, hein, et puisque j'ai arrêté d'être un coureur de jupons, comme disent ces gens qui ont aujourd'hui plus de cheveux que de dents, je déclare ma flamme. Non pas une femme, non pas un homme, mais à une star parmi les étoiles. Parce que Stephen Curry est plus qu'un sportif. C'est un artiste, hein, qui a marqué le présent pour l'éternité, juste en rentrant un ballon dans un panier. Eh bien, bravo Tom. Merci beaucoup pour ce moment. C'était vraiment toujours très agréable, toujours très drôle, toujours aussi pimenté, bien Faut le laisser évidemment. tranquille, Jean-Luc, maintenant. Ouais. C'était les Et derniers. Michael Jackson surtout. Lequel? ils vont tous les deux Paix à son âme. tombe. Oh, aïe, aïe, aïe. On continue de parler de Stephen Curry tout de suite. C'est bien sûr la perf de la semaine. Une nouvelle bague de champion pour Stephen Curry. La 4e en 8 ans, un premier titre de MVP des finales NBA. Stephen Curry a fait parler la poudre contre les Celtics et relance le débat, on l'a dit, de sa place dans l'histoire de son sport. Après avoir remporté justement l'un des seuls titres qui lui échappait. C'était l'un des griefs, en tout cas, qui était retenu sur tous ces débats-là. Vous avez entendu Tom, les gars, je sais que vous avez votre avis là-dessus. Où est-ce que vous le placez, Stephen Curry? Est-ce qu'il rentre, par exemple, aujourd'hui dans ce top 10 all-time? Mais dans la merde là.
Ah ouais. Je le mets dans la merde, ouais, parce que c'est évidemment une question qu'on se pose tous depuis vendredi soir. Et le titre des Warriors, il récupère ce titre c'est le seul qui lui manquait. Hein. C'est clairement une anomalie de l'histoire de la NBA qui s'efface quand il remporte ce titre. Le seul truc qui lui manque, c'est un titre olympique. Mais bon, écoute, il y a Paris 2024 bientôt. Oui, ça vient vite. Mais si tu nous mets dans la merde, parce que c'est une question qui taraude les esprits de tout le monde. Il y a des bonnes et de mauvaises réponses. Certains vont dire oui, d'autres non. Il n'y a pas de bonne réponse. Ouais. C'est ce qu'on dit aussi sur les classements all-time. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on a de la chance. Parfois, c'est un peu démago de dire ça, mais on a de la chance d'avoir vu LeBron et Steph Curry se battre l'un contre l'autre. C'est un joueur extraordinaire. Tu l'as tout à fait bien, résumé. Ce que je vais retenir déjà moi de ce mec-là, c'est que parmi tous les autres, quand on va le comparer, il n'y a que Magic qui transmet ce kiff et l'espèce de joie de jouer. Normalement, plus tu augmentes de niveau, plus la concentration et donc les visages fermés font foi. Lui, c'est tout l'inverse. Il a, pendant toute sa carrière, mis le kiff en avant. Il a gagné dans le kiff. Et en ça, c'est un perdu aussi. Perdre, ça fait partie du jeu. Ils ont tous perdu à part de mais il a perdu dans le kiff aussi, on lui a reproché par moment. Tu lui as reproché, mais moi je pense qu'il faut savoir aussi accepter les gens comme ils sont. Ouais. Et lui, c'est un kiffeur, c'est ce qui l'a amené à ce niveau-là. Souvent, on dit les écorchés vifs, les machins. Lui, c'est tout l'inverse. Son père était en NBA, donc il n'a jamais manqué de rien. C'est un véritable artiste dans ce qu'il est et dans ce qu'il a toujours été. Parfois frêle physiquement, mais surtout un mec qui ne s'est jamais changé. Même au plus haut niveau possible. Donc, il s'est jamais changé. Par contre, je trouve qu'il s'est amélioré dans ce côté kiff ultime. Moi, cette passe dans le dos, pour moi, je m'en suis toujours parmi 5 ans après. On parle souvent, c'est vrai. Ouais, mais je trouve que par rapport à ce joueur qu'il a été capable de faire cette passe dans le dos pendant le match 7 où Klay Thompson il le regarde en disant mais qu'est-ce que tu fais cette année, je trouve qu'il se serait plus jamais permis de faire ça. Ah, il l'a fait, hein. C'est mon avis. En tout cas, peut-être pas dans ces mêmes moments-là. Je trouve qu'il a évolué dans son leadership, dans ce côté. Je suis le véritable numéro 1. Il y a certes le collectif des Warriors qui n'est plus ce qu'il était en 2015 ou en 2017-2018. Je trouve qu'il est devenu plus fort, on l'a vu quand même faire des choses de la rage, gagner, aller chambrer le banc, avoir des, tu vois, ce visage dont tu parles qu'on voyait beaucoup chez Jordan, chez LeBron. On l'a vu dans le sourire, mais on l'a vu aussi par moments avoir ce visage fermé, cette rage en lui. Et ça, je trouve que c'est une évolution. Moi, c'est vrai que tout de suite après son 4e titre et ce titre de MVP des finales, enfin, on se dit, est-ce qu'il rentre dans le top 10 ? À chaud, j'étais incapable de répondre. Et du coup, mon week-end calme m'a permis d'y réfléchir un petit peu parce que c'est des bonnes questions qu'on a envie de se poser quand on a nos métiers. Et moi, je crois que j'ai envie de le mettre. Et je crois que, donc, si on le met, ça veut dire qu'on sort qui ? Et je crois que Will Chamberlain, avec tout le respect qu'on lui doit, et je suis le premier souvent, moi, à dire arrêter parce que les mecs ont joué dans les années 60-70, ça ne veut pas dire qu'il faut les sortir, il faut leur donner moins de crédit. À un moment donné, quand tu domines ton époque, point barre. Donc moi, je crois que Wilt, par rapport au final perdu, notamment par rapport à Bill Russell, il n'a que 2 titres, Will Chamberlain. Il a beaucoup de records individuels. J'aime à dire que le basket est un sport collectif. Donc pour ces raisons-là, qu'on pourra étayer un petit peu plus après, je mets quand même Steph Curry dans ce top 10. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Erwan, et je trouve que ce titre de 2022, alors un peu à l'image de LeBron et pour d'autres raisons différentes en 2016, ce titre de 2022, il vient essuyer d'un revers de la main important sur la legacy de Stephen Curry, dans le sens où, tu l'as dit, certes, il joue facile, il transmet du kiff, etc. Mais il n'avait pas le même mindset, je trouve, en finale. Et on l'a vu beaucoup de fois, très avec le visage fermé, beaucoup de fois, justement, harangué, même parfois un peu trash-talké aussi. C'est des choses qu'on n'a peut-être pas vues à l'époque où il dominait vraiment la Ligue entre 2015 et 2018. Et puis surtout, il a fait une masterclass dans ses finales NBA. Et ça, c'est important, à l'image de ce qu'avait fait LeBron avec les Cavs, notamment sur les 3 dernières rencontres en 2016. Stephen Curry était exceptionnel sur toute la longueur de ses finales et les stats parlent pour lui. Il va chercher ce titre de MVP des finales qui lui manquait. Et là, du coup, les cartes, elles sont rebattues parce que, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il gagne 4 titres. En plus, il file du kiff à la terre entière. Tout le monde le connaît. Ma meuf qui pipe rien au sport et encore moins au basket connaît Stephen Curry. Il dépasse son sport, comme LeBron, hein, t'as raison. Il dépasse son sport. Les deux, on parlait de révolutionner la Ligue. Il est en train de poser la question fatidique à la Ligue de savoir s'il ne faut pas soit reculer la ligne à 3 points, soit pourquoi pas créer une ligne à 4 points. Ça, c'est une question qu'on ne se serait jamais posée avant Stephen Curry et sa capacité à tirer de plus en plus loin et avec de plus en plus de précision. Donc moi, je trouve qu'il a tout. Il a le palmarès, il a le canté emblématique. Et il a le côté révolutionnaire qui font que tu peux te retrouver dans ce top 10 auprès d'autres personnes. Mais encore une fois, là, je rejoins Erwan. Quand on voit les noms, il y en a peut-être
des déboulonnables, mais des indéboulonnables. Mais Stephen Curry a largement sa place parmi ces 10. Ouais, moi j'aimerais juste qu'on remette le top 10, comme ça permet de nous donner un peu une idée sur les noms. C'est un journaliste de Fox Sports qui l'a fait, je sais plus qui le tweet de Broussard, Chris Broussard. Moi il y a un truc, et je pense qu'il y en a beaucoup, c'est la sensibilité au talent. Moi je trouve que ça a énormément d'importance dans les top 10 all-time, et je trouve que Stephen Curry, à part peut-être avec Larry Bird, c'est un des seuls où le physique alors Michael Jordan, tout ça, c'est des physiques quand même un peu supérieurs. Je trouve que Stephen Curry se rapproche de l'homme normal. Moi, c'est ça qui m'impressionne d'autant plus, c'est que il a pas gagné par le physique. C'est très réducteur ce que je dis, parce qu'il y a des gars qui n'ont pas gagné par le physique, évidemment. Mais je trouve qu'il avait un talent tellement exceptionnel qu'aujourd'hui, même avec un corps un peu normal, et on a eu une interview d'Axel Toupane qui nous dit que c'est quand même un athlète, mais surtout dans l'endurance, pas dans la force. La répétition des efforts. Il a réussi à aller gagner 4 titres parce qu'il a un truc en plus. Et que, je suis désolé pour Will Chamberlain, il avait un physique à part. C'est peut-être le plus gros athlète qu'on ait jamais vu. Après, il joue avec LeBron, ça se compare avec LeBron. Et on manque d'images. Et je sais que ça peut pas marcher. Mais moi, le manque d'images va à un moment quand même peut-être nous faire réfléchir. C'est marrant que tu parles du manque d'images, parce que les 100 points de Wilt, on les a à la radio, en sonore. On n'a pas une image de ce match-là où il marque 100 points. Et pour autant que vous allez l'enlever, il y a beaucoup de trucs que vous avez abordés qui sont passionnants sur Steph Curry, ce qu'il a et son évolution. On est tous d'accord qu'il a évolué, mais avec l'âge. Un mec de 32 ans, c'est pas le même qu'un mec de 27 ans. Je pense que tous, on est d'accord là-dessus. Je pense que vous devriez revoir quand même son attitude sur les titres avec KD, ce qu'il dégage et tout ça. Il était déjà dans ce même mindset. Il a évolué parce que c'est aujourd'hui le meilleur joueur de son équipe, ce qui n'est pas le cas avec KD, ce qui est quand même incroyable avec le recul, entre guillemets, mais pas meilleur, ils sont kiff-kiff, mais KD prend les MVP des finales. Je crois que ça fait longtemps que, en fait, depuis le titre de 2016, depuis la défaite contre les Cavs, qu'il a changé d'état d'esprit. Franchement, honnêtement, la passe dans le dos, c'est un épiphénomène, mais ça fait partie de son ADN au global. C'est de gagner et dominer en étant un feu follet et gagner par le talent. Après, il y a un autre truc, j'aime bien la comparaison avec Polo, ce que disait Polo par rapport à LeBron, c'est que LeBron en 2016 quand il gagne, ou Curry en 2022 quand il gagne, derrière, tu peux plus rien dire. Voilà, à un moment donné, c'est unanimité, quoi. Avant, on était là en pinaille. Ouais, il bien a sûr. perdu. Frérot, là, ça, c'est des trucs. Voilà, les fameux statements. C'est des statements, c'est exactement ça. Bien sûr. Unique, 4e titre, le titre de MVP des finales, la domination face à une équipe de Boston qui nous a régalé pendant les playoffs. Voilà, bravo. Il en a plein des haters. D'autant plus si ça lui a été reproché pendant des années, quoi. J'ai une question pour vous, Manu. Malheureusement, je pense pas que. Vas-y, n'hésite pas. Est-ce que c'est son 4e titre? Est-ce que finalement, il ne gagne pas avec l'équipe la moins forte? Je sais pas, gros. Il a Andrew Wiggins, Klay Thompson. Non, je pense pas. C'est pas si simple. On peut dire J'ai quand même pas l'impression que l'équipe de 2015 est forcément largement meilleure. Il y a moins de profondeur. Pour moi, il y a moins de profondeur. Et c'est pas les Klay Thompson et les Draymond Green de 2015. Non, mais ils sont là. Vous avez raison. Mais les gars sont là. Et un mec comme Jordan Poole, si, admettons, son potentiel explose et il devient MVP, je vais très très loin évidemment, mais admettons 5 fois All-Star, qu'est-ce qu'on dira? On dirait qu'il y avait quand même Jordan Poole dans l'effectif. Donc peut-être. Comme Kawhi en 2014. La seule différence que je vois avec 2015, c'est évidemment l'idée qu'il y avait plus de profondeur, etc. Mais là, l'expérience de cette équipe-là, elle démonte l'expérience de toutes les équipes NBA, les 29 autres équipes, j'enlève LeBron, peut-être de tout ça. Donc, j'irai pas jusque-là. Ça reste une équipe assez incroyable. Après, excuse-moi Manu, mais elle est incroyable dans les individualités et dans la manière dont elle joue aussi, avec cette espèce de small ball, entre guillemets, dans Andrew Wiggins, qui est capable de dominer dans une raquette en finale NBA. C'était quand même des choses qu'on était quand même loin de pouvoir imaginer il y a encore même quelques mois. Donc crédit aussi à cette équipe dans son collectif et aussi à Steve Kerr pour tout ça. Mais de là à dire, c'est une bonne question, de là à dire si c'était une plus faible équipe. Bonne question, moi, je vais y répondre parce que. Et la luxury tax aussi, on en parle. Alors, c'est ça, il y a ces fameux grands, Andrew Bogut, McGee, Zaza Pachulia, ils avaient toujours ce grand pivot alors qu'ils ne l'utilisaient pas toujours pour finir les matchs. Parce qu'il y a Andrew Wiggins, personne n'a jamais été aussi bon, je pense. Non, c'est vrai que les Harrison Barnes. Il était très bon en 2015, mais il n'était pas au niveau d'Andrew Wiggins. Et puis après, Andrew Wiggins, Harrison Barnes, il est remplacé par KD. Ouais, mais de toute façon 2017-2018 personne ne met. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression, et puis il y a quand même des mecs, il y avait des Jordan Poole qui sont certes qui sont des vrais talentueux, mais qui découvraient quelque part aussi le niveau. On le verra par la suite. Et je trouve surtout qu'il y avait beaucoup moins de profondeur. Aujourd'hui, si on allait chercher de Gary Payton, qui à l'époque c'était quand même des Leandro Barbosa, qui avait tu vois un autre vécu aussi. Mais ça on verra dans l'avenir si c'est des one shots. C'est pour ça que ça sert à rien de répondre à cette question aujourd'hui. Tu as peut-être raison par rapport à 2015, c'est peut-être une moins bonne équipe, mais en fait on verra ce que vont devenir tous les jeunes joueurs. Si Kuminga un jour devient un All-Star, on dira qu'il
était dans l'effectif. Tu vois, c'est toujours pareil. Le gars, il prend 0 minutes sur les je finales. sais, mais c'est comme ça qu'on peut juger une équipe. Si Jordan Poole devient 5 fois All-Star, tu sais, en vrai, on sait jamais. Hein. Ok, très bien. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Dernier truc sur le physique. Vas-y. Moi, ça me pose un problème, moi, vraiment, qu'on dise que Steph Curry ne soit pas un joueur physique. Il est peut-être moins athlétique que les autres. Mais en fait, il faut aussi comprendre que si tu es 10 fois plus précis, 10 fois plus adroit, sachant que c'est clairement son ADN qui fait foi. Son père était un des meilleurs shooters de l'histoire. Son petit frère, Seth, est dans les meilleurs pourcentages de l'histoire de la NBA, en pourcentage en carrière à 3 points. Ils ont un truc différent. Alors, c'est peut-être pas de sauter haut, encore qu'ils ont de la force, et on sait que sur les développés couchés, ils sont très très forts. Ils sont mauvais à prendre, Ils sont très mauvais à prendre. Fitness Park, ils ont fait fuir des mecs. Bodybuildé et super fort. Mais je pense aussi qu'il faut mettre en avant la précision de la technique. En fait, si t'es pas un physique hors norme, tu peux pas faire ce qu'il fait. Il y a ça. Exactement. Quoi. Et puis aussi l'aspect physique dont vous parliez avec Axel Toupane qui en parlait. L'endurance. Le fait d'être capable de prendre un shoot très, très fort avec les bons appuis, avec le bon rythme, le bon timing, au bout de 37 minutes ou 38 minutes de temps de jeu. Avec Marcus Smart qui te mord les fesses. Avec le meilleur défenseur de la ligue qui te mord les fesses. C'est Et puis, athlétique, il y ça, en a un fait. truc, on parle d'endurance, t'as raison, d'appui, tout ça et tout, parce qu'il prend des tirs quand même. Et honnêtement, les Celtics, ils lui ont pas fait cadeau sur ces finales-là. Et puis, on peut rajouter la vitesse. La vitesse est une qualité athlétique. Vélocité, vitesse. Voilà, la vélocité de la vitesse est une réelle qualité athlétique. Alors, c'est vrai qu'il ne mettra jamais des 2 pieds 2 mains en montant sur des pivots, comme on a pu voir avec Westbrook, John Wall, James Harden à une époque. On ne le verra jamais faire ça. Par contre, la vitesse d'exécution qu'il a, c'est une énorme qualité athlétique, associée en plus à une aérobie monstrueuse qui lui permet de jouer 45 minutes à une intensité folle. C'est aussi des qualités athlétiques. Et c'est un physique, bien sûr, assez exceptionnel. Je voulais juste poser une petite question, les gars, de culture un peu NBA. C'est vrai qu'il y a... Suivant les sports, on a parfois du mal ou de la facilité à faire justement des top 10 all-time. Tu prends par exemple la Formule 1, c'est un sujet qui est complètement tabou et interdit. C'est-à-dire que tu peux aller voir n'importe quel fan ou insider, etc. Tu dis, vas-y, dis-moi c'est qui le meilleur pilote de l'histoire. Le mec il dit non, ça on n'a pas le droit d'en parler, tu sais, c'est interdit et tout. Peut-être que le meilleur est le fait qu'il soit mort tragiquement. Non, mais c'est possible. Puis après, tu as aussi les modèles de voitures qui sont différents. Tu me diras, les joueurs des années 60, Chamberlain ne s'entraînait pas du tout de la même manière, je pense, qu'un Steph Curry aujourd'hui. Et heureusement. Rappelle-toi qu'au foot, on aimait bien faire ce genre de débat, et c'est vrai que ça nous a toujours animés. Et il y avait souvent cette notion, on va dire, d'impression. Est-ce que en NBA, c'est pas dans le basket en tout cas, c'est pas le sport où on peut le plus se permettre de faire ce genre de classement parce que tu as le prisme de la statistique peut-être. En tout cas, on se l'autorise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se l'autorise. Tout le monde. Peut-être qu'on ne devrait pas d'ailleurs. Mais bon, on aurait moins de choses à raconter. Moi, j'ai toujours fait, perso. On l'a toujours fait. Je trouve même avant tout ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'est né un petit peu Maxime avec l'idée. Mais par contre, je trouve qu'il y a des moments pour le faire. Là, c'est un bon moment pour le faire. Je trouve que par moment, on est un peu trop maintenant. Dès que LeBron va mettre 45 points, il a fait devant. Est-ce que dans l'histoire, il repasse devant Jordan ou pas? Bon, les gars, il y a des moments pour attendre. Là, je pense que c'est un bon moment et se poser cette bonne question parce qu'elle est vraiment intéressante de savoir est-ce que Steph Curry doit rentrer dans le top 10. Moi, je dis oui. Je sais que Tom n'est pas moins convaincu. Vous êtes trop dur avec Will Chamberlain, en fait. Parce que dur, bah non. Il y a un truc simple aussi dans le basket, c'est que ça reste un sport co. Et que Will Chamberlain s'est fait taper par l'équipe la plus invincible de l'histoire de la NBA. Une équipe qui gagne plus de 10 titres en une petite quinzaine d'années. Ouais, mais c'est ça qu'il faut prendre en compte. Steph il tape 3 fois LeBron en finale. Ouais, peut-être. Il n'empêche que c'est LeBron qui est numéro 2 et qu'entre LeBron et Steph Curry, il y a une carrière, il y a un KD de carrière entre leurs stats individuels. Donc, moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est vrai, j'ai beaucoup de mal à dire que j'enlèverais Will, je dis pas que c'est pas possible et que je l'entends pas, il y a pas de souci. Mais un mec, quelle que soit l'époque, oui, il était en avance, on s'en bat les couilles de ça. On l'a mis sur un terrain, il faisait 50 points de moyenne. Frérot, moi, je veux bien qu'on l'enlève parce qu'il a perdu contre la meilleure équipe de tous les temps, qui ne perdait jamais contre personne. Ni Wilt, ni les autres n'arrivaient à les battre. Mais le basket est un sport co. Donc, évidemment que les titres comptent, évidemment que le MVP des finales compte. Mais il n'empêche que ça ne peut pas faire que foi. C'est pas la seule chose qu'on va prendre en compte. Moi, je prends aussi la domination, etc. Je mets Bill Russell avant Will Chamberlain parce qu'il a toujours dominé collectivement. De là, enlever Will du top 10, alors que le mec a fait des stats qu'on ne reverra plus jamais. C'est pas compliqué. D'accord, j'entends. Pas encore. Et c'est pour ça que ces débats sont les plus intéressants aussi, parce que c'est une question de sensibilité, c'est une question de critères, on n'a pas toujours les mêmes, et on pourrait le faire bien sûr à l'infini. Curry ira gagner le titre l'an prochain, et là, Will te passera sûrement derrière. Après, il faudra peut-être attendre la fin de sa carrière, c'est souvent ce que vous dites. Je le sais en NBA, mais aussi dans le foot, tu vois, et c'est vrai. Ça marche aussi pour LeBron, parce que Pépère l'année prochaine va revenir avec une dalle autre, et c'est vrai que tant que les mecs n'ont pas fini leur carrière,
Maintenant, je trouve que la question, elle peut se poser autour de Steph Curry. 4 titres, ça veut dire déjà que tu rentres quand même dans une autre case. Autant que le Shaq, autant que LeBron. L'année prochaine, il y a un truc qui va jouer, c'est qui, entre Curry et LeBron, les 2 meilleures années 2010, va gagner. Va avoir le plus de titres à la fin de sa carrière. On sait que le Shaq, il avait un peu en travers quand Kobe gagne le 5e titre en 2010. Il fait ah ouais, putain, il m'a niqué ce bâtard. On ne pensait jamais le laisser gagner, entre guillemets, le laisser prendre l'avantage. Donc, sans dire qu'il y a une rivalité. Non, mais c'est une émulation. Moi, je suis sûr que, bien sûr, c'est Messi et Ronaldo. Ils sont pas obligés de se kiffer, mais en tout cas, ils se tirent chacun vers le haut. Exactement. Elle marche très bien en Barco, cette photo. C'est magnifique. Je vais le dire, féliciter nos amis. Magnifique. Exactement. Notre ami Thomas, Jérémy aussi Thomas qui est là. Jérémy, ouais. Les gars, d'ailleurs, j'en profite. On a parlé d'NBA, on sait que la saison est terminée, mais votre saison, les gars, n'est pas terminée. Il y aura un sacré rendez-vous qui vous attend du 21 au 26 juin. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne L'équipe quand même. Ça commence demain à 11h et vous savez que le basket a créé un petit peu un enfant légitime, pour le coup, qui s'appelle le 3-3. Et donc, avec Thomas, on avait eu la chance en 2017 à Nantes de commenter la Coupe du Monde 3-3 sur place. Cette fois-ci, la Coupe du Monde, elle est à Anvers. Cette fois-ci, on sera à Paris pour la commenter, mais ça ne change rien. Et on sait que les équipes de France sont toujours très ambitieuses là-dedans. En 2017, on a eu la chance de voir les Français chez les garçons médaillés de bronze de ce championnat, de cette Coupe du Monde. Donc voilà, on découvre plein de pays. C'est un basket donc, sur demi-terrain avec beaucoup plus de rythme que ce qu'on peut voir sur du 5-5. Il n'y a quasiment pas de temps mort dans ces matchs-là. Donc voilà, c'est toujours très agréable à passer. Et vu les chaleurs qui sont annoncées cette semaine aussi, soyez avec nous sur la chaîne L'équipe, sur le site et sur la chaîne pour vivre cette semaine de 3-3. Et écoute, à dimanche. On va regarder ça, les gars. En petit horaire de grande qualité. Donc si vous êtes en vacances, on passe tout l'après-midi et la soirée jusqu'à 22h30 ensemble, en suivant l'équipe de France absolument. Il y a Team USA, il y a les Serbes. On sait que c'est la grosse équipe, donc ça va être très 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 cool à suivre, en espérant qu'ils aillent au bout, nos petits pépères là. Écoute, on croise les doigts, que vous soyez les porte-bonheur en tout cas de nos Bleus, et on va suivre le ça. porte-malheur des Américains. On les avait croisés dans la night à Nantes. Je peux te dire, ils nous ont dit on va gagner. Gros, le premier soir. Premier soir. Tu joues demain, t'es à 1,5 g. Et enfin, il s'était fait sortir. C'était peut-être une technique, peut-être que le staff de l'équipe de France vous avait envoyé aussi là-bas pour histoire de miner un peu le terrain. Ils n'avaient pas eu besoin de nous. Ils faisaient des flambeurs, mon gars. Ils prenaient des grands shots, parlaient aux meufs et tout. Je suis mais gros, demain tu joues, on va gagner, t'inquiète. Et jeudi soir, ça va. C'est ce que j'allais dire. La draft en live sur Twitch, First Team 101, la même adresse que pendant les finales. On sera en live avec nos amis d'envergure pour parler des nouveaux joueurs rejoignant la NBA. Et ça n'arrête jamais, en tout cas, sur cette chaîne First Team 101. Bien sûr, ça se passe sur Twitch. Bien évidemment, un petit remerciement quand même. Farid de la Morlette vient de s'abonner. Voilà, pour le 30e mois. C'est l'un des fidèles parmi les fidèles. Il faut absolument qu'on lui trouve un maillot de Thomas Robinet. Je sais qu'on en avait parlé il y a quelques mois. Franchement, écoute, c'est Thomas Robinet qui me dit tous les 6 mois tiens, on se voit lundi, j'ai mon maillot. C'est Robinet d'eau tiède. Alors que je lui demande pas, tu vois, genre et tout. Puis à chaque fois, je fais t'as le maillot. Ah non, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, écoute, je vais pas. Comme ça, on espère. Un petit peu quand même. On l'invitera pour une belle interview, vous verrez si j'ai dit vrai ou faux, bien évidemment, les gars. Allez, le dossier tout de suite, on va parler football et on va parler du foot en folie, le football français. Allez, pêle-mêle, les gros points du Pourquoi foot. tu commences, mon Manu? C'est ça qui m'intéresse. Je vais commencer par mon dossier préféré. Le clash, Noël Le Graët, Kylian Mbappé. En espérant que personne à la Fédé ne regarde cette émission. Non, mais écoutez, les gars, là, il faut quand même qu'on donne un petit peu notre avis. Le président de la Fédé. Alors, on va vous égrener quelques sujets. On va prendre bien sûr les avis autour de la table. Le président de la Fédé qui a donné une interview ce week-end dimanche au JDD, le journal du dimanche, expliquant que l'attaquant du PSG ne voulait plus jouer avec les Bleus après l'Euro 2020, mais qui s'est passé en 2021, vous vous en rappelez. Le Graët explique ceci, il dit « Il trouvait que la fédération ne l'avait pas assez défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux. » Ce à quoi Kylian Mbappé a tout de suite répondu avec un tweet cinglant. Oui, enfin, je lui avais surtout expliqué que c'était par rapport au racisme et non au pénalty, mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme. On rappelle qu'un homme a été condamné à la prison ferme. Complètement. On est remonté sur un mec qui a envoyé des tweets qui avaient catastrophiques. Exactement. L'histoire de singe et tout. La police a remonté la chaîne et le mec est en prison quand même. Tout à fait. On rappelle aussi que Noël Le Graët sur RMC, lors d'une matinale très tôt le matin, nous avait expliqué que non, pas trop de racisme dans le foot, surtout pas dans les stades. Enfin, vous voyez que on se souvient de ce que Patrice Evra avait sorti
sorti, Et oui, tout à avait fait. sorti un peu sur l'époque où ils étaient à Clairefontaine et les jolis cadeaux qu'ils recevaient de la part d'abrutis du village. Voilà, bravo Noël. Et Romain Molina, Et Romain de menaces de mort. Oui, Et c'est ça. toujours pareil. Exactement. Ouais, oui, et c'est Romain vrai que ça Molina marche toujours. dit que c'est encore plus grave que ça et qu'il y a des trucs qui vont sortir. Exactement. On sait que Romain Molina est actif sur le dossier FFF et on attend de voir un petit peu ce qui va se passer. Juste les gars, quand même, question, parce que Noël Le Graët, les sorties médiatiques, j'ai l'impression que ça fait 3-4 ans, peut-être même plus, en tout cas que c'est assez dramatique en termes de communication. Là, c'est l'emblème de l'équipe de France, l'un des joueurs les plus bankable au monde, qui rentre, pardonnez-moi l'expression, dans l'art du président. On sait qu'il y a un clash qui dure depuis 11 mois, qui avait commencé notamment sur les primes... les primes la publicité. des publicités, voilà, d'images, voilà, c'est ça, avec toutes les marques qui sont affiliées à la FFF et qui utilisent l'image de certains internationaux. Honnêtement, Noël Le Graët, il peut tenir en tant que président de la Fédération française de football. Il faut arrêter au bout d'un moment avec ces gens-là, cette vieille France-là. Noël Le Graët, une fois dans sa vie, il a voté René Coty. Tu vois ce que je veux te dire? Faut arrêter, pas d'ailleurs. Voilà. Faut arrêter avec cette vieille France aujourd'hui. Puis on les connaît tous, tout son de lui et tous ces gens autour. Il y avait déjà eu les problèmes avec Anelka à l'époque. Alors Anelka, il n'avait pas le bagage et l'aura mais il y a toujours eu des problèmes. Alors Zidane, ça leur plaisait bien parce que c'est un taiseux. Mine de rien, Thierry Henry, il n'a jamais fait de vague non plus. Mais dès que tu as des mecs comme ça qui arrivent de Bondy, issus de l'immigration, qui arrivent et qui prennent le pouvoir sportivement, mais ça les rend fous ces gens. Mais on le sait depuis la nuit des temps. Il y avait déjà eu un problème avec Cantona, qui était différent, mais qui venait quand même des cités marseillaises, tout ça et tout. Ça les rend, ils supportent pas ces gens-là. Ils veulent c'est des pères fouettards qui veulent garder le pouvoir. Et on le sait. Et là, quand Kylian arrive, qui fait peut-être pas tout bien, mais en tout cas qui veut essayer de faire changer les lignes et qui veut peut-être faire évoluer les choses parce que les choses doivent évoluer et qu'en plus sur le terrain il est réprochable. Alors oui, il rate un penalty. Ça nous a tous gonflé qu'il rate un penalty, mais il rate un penalty. Mais quand il va traduire que Kylian Mbappé n'a pas été protégé par la Fédé, juste sur un penalty, alors que l'autre te parle de racisme, mais tu es complètement fou et que derrière tu viens dire, il y a un joueur, le futur de l'équipe de France qui vient de parler de protéger les joueurs autour du racisme, et lui traduit ça parce que tu as raté ton penalty. Mais en fait, qui sont ces gens aujourd'hui, à part s'en mettre plein les fouilles et faire leur petite mafia autour de ça? Nous aujourd'hui, on a une équipe le monde évolue. Et les joueurs de l'équipe de France évoluent aussi. Aujourd'hui, ce n'est plus que des joueurs. Ils ont des revendications, ils ont des images à faire valoir. Il faut qu'en face d'eux, il y ait des gens de 2022. Ce mec-là, il est de 1954. Et ils ont pris le pouvoir dans les clubs, ces joueurs. C'est ça, moi, qui est complètement antinomique. Rappelle-toi quand même qu'il y a déjà quelques mois, c'était Noël Le Graët qui avait expliqué, je ne sais plus sur quelle antenne, Kylian Mbappé, il a absolument tenu à ce qu'on se voit pour pouvoir discuter. À l'époque, on ne savait pas le propos de l'échange, mais déjà, c'est lui qui avait rendu ça public. Moi, ça me pose un problème parce que, à un moment donné, il doit y avoir un sacro-saint, il doit y avoir, si tu veux, une bulle dans laquelle les informations ne sortent pas. Et là, il remet une couche en disant, il a raté son penalty, il attendait plus de soutien de la Fédé, il a même voulu arrêter de jouer avec l'équipe de France. Enfin, c'est assez dramatique et tu te demandes s'il n'y a pas quelque chose quand même de bien plus profond et de sous-jacent, en tout cas entre les deux hommes, mais qui est un peu dramatique à quelques mois de la Coupe du Monde. Moi, je crois que Noël Le Graët, on le sait depuis longtemps, son mandat dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il arrive à un moment où il faut s'arrêter, mais je pense que on assiste à une révolution dans la sélection avec Mbappé. Ça n'arrivait pas avant, il le disait, il n'y avait que des taiseux. Là, c'est un mec qui refuse des séances photos, c'est un mec qui va prendre la parole, qui va aller contredire le président, alors que normalement les joueurs avaient peur un peu de faire des vagues en sélection parce que c'est l'endroit où tu as de la chance d'y être. Mais tous ceux qui l'ont fait, ils se sont fait sortir Ribéry. Et tu peux partir aussi vite. On se souvient en 2010 l'impact que ça a eu. Donc aller à l'encontre de son président, c'est quand même risqué. Et je pense que Kylian Mbappé, on le voit au PSG, mais on le voit en équipe de France. Et je trouve ça incroyable. C'est un truc qu'on n'avait pas vu avant. Je pense qu'il a un aura qu'on n'a jamais vu en France. Et aujourd'hui, Noël Le Graët, il est dépassé, mais il est surtout la fédération est face à un phénomène qu'on n'a jamais eu pour moi. Mais tu sais, il faut peut-être remonter même au ministère des Sports, parce que c'est sous la Fédé, sous la tutelle du ministère des Sports. En plus, aujourd'hui, moi je trouve que il y a des gens qui le disent dans le chat, ils ont raison. Après, au bout d'un moment, de l'autre côté, alors tu as ce mec complètement dépassé, déconnecté des réalités sociales du pays. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Mbappé, moi je trouve qu'il en fait peut-être un peu trop, qu'il prend une place un peu trop importante, qu'il se donne aussi. Tu peux le dire aussi, hein. Des airs qu'il n'a pas. Moi, il y a ça aussi, mais raison de plus pour qu'en face, il y ait des gens connectés qui puissent lui amener des réponses et lui dire ça oui, ça non.
Aujourd'hui, tu as deux mondes qui s'affrontent et qui se comprennent pas. Et pour cause, parce que tu as un mec qui est complètement dépassé par la situation et qui ne voit que son petit pouvoir. Après, mettons des gens un peu plus modernes pour répondre aussi à ces nouveaux joueurs qui peut-être se voient trop beaux. Ouais, il n'empêche que je mets ça à n'importe quel étage social ou de la vie. Si je parle avec quelqu'un qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains trucs et que le type, parce qu'on est dans un truc public, fait fuiter les infos une fois en septembre. Encore plus quand on parle de racisme. Fois, là maintenant, et qu'il y a encore ce dimanche le truc. Frérot, évidemment que À quoi tu joues, quoi. S'il y a des discussions et des négociations en interne, et que ça devrait rester en interne, que Mbappé il en fasse trop, on n'a rien à dire dessus. Au bout d'un moment, tu fais ton truc. Visiblement, lui, il n'en parle jamais en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc si ça sort, pour moi, il n'y a que la Fédé qui est en porte-à-faux, mais de leur propre fait. Donc c'est quand même complètement con. Mbappé n'a jamais parlé de ça. Hein, non, jamais. Non, t'as raison. Mais c'est en fait, comme tu l'as très bien rappelé dans la chronologie, c'est Le Gret qui en a parlé tout seul, sans expliquer ce qui avait été dit. Et là, à nouveau, il te donne, 1 an ou 6 mois après, il te donne le contenu de cette conversation. C'est quand même incroyable. Il y a quand même quelques affaires à la Fédé. Moi, tu sais, on essaye de laver le linge sale, entre guillemets, c'est-à-dire en termes de communication maintenant au niveau politique. Parce que quand tu es président de la Fédération française de football, tu es quelque part un politique. Et si tu veux, aujourd'hui, on demande aux élus politiques d'être absolument blancs comme neige. Moi, je comprends pas. On a fait la chasse aux sorcières dans certains ministères, etc. Moi, je comprends pas en fait qu'on laisse faire comme ça depuis des années. des gens, non? Tire des gens. La mafia. Non, mais c'est possible, tu vois. Ça j'ai pas d'infos. Mais si tu veux, le truc, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois, que le ministère des Sports, enfin, la FFF est sous la tutelle du ministère des Sports. Chaque euro dépensé par la Fédération française de football doit être justifié justement à l'État. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on laisse faire, tu vois, des cataclysmes de communication comme ça. Souviens-toi, Escalette, ça a été déjà pareil. Oui. Les dingueries avec Domenech, ils se sont réfugiés derrière Domenech. Mais c'était un amateur, si tu veux. Le Gret, c'est quelqu'un qui a siégé à la LFP, c'est quelqu'un qui était patron de club, c'est quelqu'un qui a été élu, c'est quelqu'un, tu vois. Au final, il défend ses propres intérêts, son petit pouvoir, et il s'y accroche bec et ongle, quitte à se mettre en clairement porte-à-faux avec Kylian Mbappé, quoi. Et tout son clan. Il sera perdant. Et c'est un système. On le sera tous, peut-être même d'ailleurs. Moi, pour le coup, ça tombe sur Kylian Mbappé, mais comme le dit Tom, il a un aura extraordinaire et j'ai l'impression, et on le disait dans le chat, je sais plus qui disait, qu'il essaye d'en profiter pour essayer de changer des choses dans le football. Ça a commencé positivement. J'ai pas l'impression qu'il fasse ça pour sa poire à lui. Quand il parle des droits à l'image, des certaines marques qui sont partenaires de l'équipe de France, mais qui ne sont pas très représentatives de ce que peut être un sportif ou de ce que peut représenter un sportif. Et là, on parle de racisme. Et à partir de ce moment-là, on parle à des choses que ces gens-là, et Noël Le Gret en fait partie, ne comprennent pas. Ça, c'est un fait maintenant depuis longtemps. Et maintenant, doivent faire face parce que c'était facile d'écarter Anelka, c'était facile d'engueuler Patrice Evra, etc. Ribéry. Là, t'as ta tête de... Même Benzema. Même jusqu'à Benzema. Là, t'as ta tête de gondole pour les 10 années à venir, sportivement... sur le terrain donc, et aussi en dehors. Et tu peux pas t'adresser à Kylian Mbappé comme tu t'adresses à d'autres joueurs et comme tu t'es déjà adressé à d'autres joueurs par le passé. Donc là, ils ont un vrai cas qui n'est jamais arrivé. Mais par contre, moi, j'aime bien la démarche d'Mbappé. Peut-être pas dans la forme, parce que là, c'est tweet interposé. Tu viens de perdre 4 matchs avec l'équipe de France, bien sûr. etc. Mais dans le fond, je trouve ça intéressant pour la suite. Clairement. Après, tu as le droit d'avoir un statut en équipe de France, mais personne au-dessus non plus de l'équipe de France. Mais c'est pour ça qu'il faut des gens en face de Mbappé et de son clan. Il faut des gens d'aujourd'hui pour lui dire ça oui, ça non. Mais tu sais, il y a une idée, il y a une idée qui nous vient tous en tête. En ce moment, il y a un procès de Michel Platini qui est en train de très très bien s'en sortir, vraisemblablement aux dernières informations en tout cas, qui pourrait revenir très rapidement dans la vie du football. Moi, je pense qu'un mec comme Michel Platini a peut-être quelque chose à apporter à la Fédération française de football. Est-ce qu'il voudra ou pas? Il avait dit, je crois, à Jérôme Rotten sur RMC que c'était pas prévu, mais si ce procès se passe bien, ça peut être une très belle solution. Il y en a un qui va devoir se mouiller peut-être aussi et qui déteste ça, c'est Deschamps, qu'on n'entend jamais sur l'affaire. Tu penses qu'il va jamais réagir? Son combat. C'est pas son combat, et puis il est très proche de Noël Le Gret aussi. C'est une réalité. On se rappelle que déjà Noël Le Gret avait dit qu'il souhaitait qu'à la fin de son dernier mandat, ce soit Didier Deschamps qui prenne la suite justement à la tête de l'équipe de France, de la Fédération française de football. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tu es dans de la politique de haut lieu. Généralement, le mec qui sort
essaye toujours de choisir choisir le mec qui va continuer, qui va permettre à ce que le système continue d'être en place. Parce qu'il y a toute une équipe derrière. On parle beaucoup de Noël Le Graët, bien sûr. mais on ne citera pas de nom, mais il y a une DG qui pose problème. Enfin, allez voir les vidéos, notamment de Romain Molina, il l'explique très très bien. Il y en a d'autres aussi également qui le disent. Les gars, on avance très rapidement. Une autre mauvaise nouvelle, Bordeaux relégué en national, c'est temporaire. On savait que les Girondins descendaient sportivement en Ligue 2. Le passage à la DNCG la semaine dernière a été très difficile. La DNCG a décidé rétrogradation en national. Je vous fais à peu près le topo. Les Girondins ont donc fait appel. Donc maintenant, en fait, ils ont... c'est quoi 15 jours, c'est ça exactement. 15 jours pour préparer en fait un contre-dossier où ils doivent expliquer que oui, se sont assainis d'un point de vue financier. Alors, moi, j'ai pu poser quelques petites questions à des clubs de Ligue 2, justement, pour essayer de comprendre, parce que tu sais, la Ligue 2, c'est quand même pas la Ligue 1. T'as pas les mêmes droits télé, t'as pas le même revenu ticketing, là, tu sais, billetterie, machin, truc, merchandising, etc. Et je peux te dire, j'ai appelé trois présidents de Ligue 2 qui m'ont dit, écoute, c'est impossible que Bordeaux s'en sorte, à moins que quelqu'un vienne mettre de l'argent, c'est-à-dire reprenne le club. Il peut y avoir un dossier de repreneur qui peut arriver. Mais les trois présidents m'ont dit, le mec qui va faire ça est complètement kamikaze. La solution pour Bordeaux et pour Gérard Lopez, ce serait de vendre pour 22 millions d'euros de joueurs. Le problème, c'est que quand tu descends de Ligue 1 à Ligue 2 et que tout le monde sait que tu es comme ça, quelque part, dans les négociations, tu es un petit peu la victime. Et c'est pas toi qui as vraiment la main mise sur ces négos. Donc voilà, soit ils vendent pour 22 millions d'euros de joueurs, et là, dans ces cas-là, ça peut leur permettre, bien sûr, d'être maintenus, ou ils trouvent un repreneur. Mais je te dis, de l'aveu même de trois présidents de Ligue 2, qui sont pour certains dans des clubs qui ont une certaine histoire, ils me disent, quand tu regardes le dossier, c'est quasiment impossible. Vous y croyez, vous, à Bordeaux qui déposerait le bilan et qui descendrait donc au niveau de sa réserve? Je crois que c'est National 2 ou National 3. Ouais. Bah non, mais on y va tout droit. Moi, je leur conseille d'aller voir le PSG. Ils ont plein d'argent. Ils savent plus quoi en faire. On voit à Nice, c'est pas 4, c'est 10. Ok, d'accord. Aller voir le PSG, 22 millions, c'est une année de contrat pour Nasser. Hop, on n'en parle plus. Là, ils sont tellement dans la merde. On se dirige tout droit, mais comme beaucoup d'autres grands clubs avant, à une rétrogradation comme Après, ça. celui-là, il y a une autre histoire quand même. Ouais, mais il n'empêche que c'est le constat. Voilà, Strasbourg a réussi à s'en sortir. Oui, complètement. Voilà, ils y vont tout droit et on leur souhaite que d'ici 5 ans, ils arrivent à reconstruire avec des produits locaux, comme on dit, pour revenir en Ligue 1. Voilà, on peut rien espérer d'autre en vrai. Il y a un petit Sekou Mara, là, un jeune joueur qui est excellent, et tu as raison, t'as raison de toujours le préciser. Mais Sekou Mara, en effet, on nous parle de 10 à 15 millions. Je pense que 10 à 15 millions si Bordeaux était en Ligue 1. Le problème, c'est que là, en Ligue 2. Alors, juste attaquant devant là aussi. Oui, t'as Wang aussi qui plaît. Pour 8 millions, ils en parlent. Il va falloir. Si un club de première ligue se met dessus, ça peut peut-être faire monter un peu la sauce. Je sais pas en tout cas. L'année prochaine. Ils ont un poste d'ailier droit là, si tu veux. On joue en Ligue 2. On est pas prêts. Ils sont pas prêts de remonter. Ils sont pas prêts de remonter. Je te le dis tout de suite. Passer Maurice Belay à Manimoine, il faut se mouiller la nuque. Là, tu descends en R1 directement. Là, et encore, t'es pas affûté. Juste dernière chose, ce qu'on dit aussi également, c'est que il y aura pas de Bordeaux. Il y aura pas de Bordeaux en national, parce qu'en national, il n'y a pas de droit télé. Donc pas de droit télé, ça change complètement le business model. C'est-à-dire que s'ils sont obligés de repartir en national, dépôt de bilan. Et donc, ils redescendraient en National 2, National 3 au niveau de leur... c'est une catastrophe industrielle, une catastrophe historique. J'ai envie de vous faire agir sur une petite news très rapidement. Une autre très bonne nouvelle. Galtier, accord imminent avec le Paris Saint-Germain, les amis. Les premiers contacts ont été noués. Vraisemblablement, Zizou ne viendra pas. C'est le feuilleton. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. On a à peu près tout dit. Alors, attends, moi, j'aimerais bien avoir les deux avis. Que pense notre ami marseillais de cette affaire et que pensent nos amis parisiens de cette affaire? Alors moi, je vais te dire que Galtier, je m'en bats les couilles. Zizou, ça t'aurait saoulé. Contrairement à Zizou, alors que Galtier a joué à l'OM, ce qui n'est pas le cas de Zizou, mais Zinedine Zidane représente quand même autre chose à Marseille, même si souvent les gens disent il n'a pas joué à Marseille. Oui, mais il représente quand même un produit marseillais où il est né, il a grandi là-bas. Alors tout ne se passe pas parce que tu as porté un maillot. En tout cas, nous à Marseille, voilà, il y a une vraie fierté autour de Zidane, même si c'est vrai, il n'a jamais joué à l'OM, mais ça dépasse, comme on aime bien dire tout à l'heure avec Curie, ça dépasse son sport. Zidane, il dépasse l'OM, évidemment. C'est la ville en elle-même, peu importe. Quelle carrière pour Galtier s'il se retrouve au PSG? On peut dire ce qu'on veut. Tu as été un assistant à Marseille, tu étais un peu un voyou. Bagarre dans les couloirs, Monaco et tout. Tu étais un peu le dur qu'il fallait mettre des coups de pression et tout. Tu sais quand même, avec Saint-Étienne, racheter une réputation. Ce qu'il a fait avec Saint-Étienne, ce qu'il a fait avec Lille, ce qu'il a fait un peu avec Nice au début, si on allait le chercher parce que c'était justement le meilleur coach français du moment.
Et là, se retrouver à coacher la meilleure équipe de France depuis quasiment 10 piges, qui veut gagner avec des champions, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, politiquement, monsieur, il s'est quand même acheté un guide pour les nuls, et je crois qu'il s'en est très bien sorti. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Après, moi, évidemment que ça m'embête, parce qu'on a fait des tonnes sur Zidane, Marseillais, blablabla. Christophe Galtier est natif de Marseille, frère. Il représente aussi Marseille. Il rêvait de coacher l'OM, il le disait à tout le monde avant d'aller à Galil. Il crache sur le PSG depuis de nombreuses années en off. Bon, ok, très bien. Visiblement, ça dérange pas Luis Campos, parce que c'est lui, l'affiliation est claire avec, on se souvient, ils étaient à Lille ensemble. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir du moment où il est là, bon, bah, on va pas, je préfère pas me retourner, ne pas supporter mon club. Donc le mec est là, pour une fois, le directeur sportif veut un entraîneur, il est l'entraîneur, visiblement c'est pour jouer en 3-5-2, c'est ce qui est sorti aujourd'hui. Donc ils sont en train de recruter à fond pour jouer comme ça. Bon bah allons-y. De toute façon, Laurent Blanc, j'étais pas archi fan, il représentait en rien Marseille, mais c'était un sudiste. Ouais, complètement. Un sudiste qui avait aucun rapport, à part à l'OM, il représentait quelque chose à l'OM. Mais je veux dire, bon, voilà, non, à mais Bordeaux et tout, mais il y avait pas de lien. Il avait laissé des bons souvenirs à l'OM, mais c'est pas grave. Oui, bien sûr. Non, mais pour moi, c'est la même chose que pour Zidane. À un moment donné, ils peuvent chialer, les Marseillais. Complètement. Visiblement, il s'est quand même posé la question de venir. Donc voilà, et ça marche pour Galtier. Bon, bah, si ça doit être un entraîneur sudiste qui fasse gagner la Ligue des Champions au PSG pour gagner une deuxième Coupe d'Europe et passer devant l'OM, écoute, je prends. On sera sur les Champs-Élysées, t'inquiète pas. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un truc, il y a un truc très intéressant que tu as dit, c'est que mine de rien, si ça se passe comme ça, c'est très cohérent pour une fois au pays. Bah oui, moi, j'entends et je suis plutôt d'avis que oui, Christophe Galtier, ça fait un peu choix par défaut. Ça sonne comme un choix par défaut. Après, moi, j'ai l'impression que dans l'idée de Luis Campos, il n'y avait pas beaucoup d'autres noms qu'il a, en tout cas lui, sorti de son chapeau et qui paraissait cohérent avec ce qu'il avait envie de faire au Paris Saint-Germain. On a reproché depuis 1 an, même plus, le manque de cohérence à chaque étage du PSG. Et là, dès qu'on vire Pochettino et dès qu'on vire Leonardo, on veut repartir sur un cycle pareil. En faisant arriver Zidane, qui n'est pas le choix de ton directeur sportif, avec ci, avec ça, des choix de joueurs qui ne sont pas forcément ceux qui auraient été ceux de Zidane, etc. Écoute, oui, Galtier n'est pas l'entraîneur qui me fait le plus rêver. C'est un entraîneur qui ne joue pas avec cette physionomie de 3 ou de 5 défenseurs qu'on a potentiellement envie de voir l'an prochain, notamment avec les profils qu'on a au Paris Saint-Germain. C'est plus un pragmatique. On verra. Moi, je suis quand même intrigué de voir comment ça peut-être, entre guillemets, assainir pour 1-2 ans le vestiaire au Paris Saint-Germain. Et qui dit vestiaire assaini, je l'espère, dit pourquoi pas aller plus loin sportivement. Le type, il va quand même coacher Messi, Mbappé et Neymar. Je parlais de plan de carrière. Bravo, mec. Non, ouais, tu penses qu'il y a qualité à ça, c'est un jour peut-être. Mais par contre, plus que quiconque, Galtier au PSG, ça veut dire que tu as le malheur de faire 2 mauvais résultats pour commencer avec des champions. Avec un nul. Je pense que lui, plus que d'autres, ils vont prendre il va prendre des. Et là, je vais voir s'il a les épaules. Je pense que moi, c'est un petit que la marche est un petit peu trop haute pour lui. Mais écoute, après. Surprends-nous, grand, maintenant. Galette. Mais je lisais Alain Perrin, parce qu'il a été adjoint à Lyon avec Alain Perrin. Il disait que c'était un super meneur d'hommes. Ça me fait penser à Genesio, les gars qui sont très bons dans le truc. Mais à un moment, là, tu vas coacher des stars. Et il a jamais coaché de star dans sa vie. Il a coaché Payet, il a coaché Aubameyang. On a toujours dit que c'était d'ailleurs un entraîneur de formation, un gars qui faisait exploser les joueurs. Cette année, il y avait qui en gros caractère? Yilmaz. Mais là, tu passes sur des Neymar, des Messi, mais ça va être. La marche, elle est vraiment. Cette année, il était à Nice, tu dis, cette année. Ah oui, c'est vrai, il était à Nice. À Nice, il avait des jeunes. Mais il avait Yilmaz quand même, c'est pas grave. Mais il a eu Yilmaz, oui, en effet. Ça n'a pas été une grande année non plus pour Nice, pour les problèmes internes. Ça, c'est une surprise. C'est une énorme surprise. Moi, je suis curieux. Quand le foot nous réserve de drôles de surprises, parce que Christophe Galtier au PSG. J'aurais pas parié là-dessus. Tu m'aurais dit ça il y a 5-6 ans, je t'aurais dit, ouais, c'est bon. 2 ans, gros. Oui, non, c'est sûr. À l'époque de Saint-Etienne, tu sais, quand on faisait la classe foot, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit. 0-0. Et Genesio, coach de l'année. Ouais, t'as raison, Marc, ceci dit. Juste une dernière info, je vais te faire agir, Tom, là-dessus. L'OL qui devrait être vendu à un certain John Textor. Ça sera sans doute, peut-être même officiel dès demain, la réunion du conseil d'administration d'OL Group qui va finalement avoir lieu aujourd'hui. En ce moment même, t'as raison. Et qui devrait entériner la vente des parts de Pathé et de IDG Capital à John Textor. Une annonce que l'Olympique Lyonnais devrait intervenir dans la foulée. On rappelle que l'Olympique Lyonnais s'est valorisé à 800 millions d'euros. Je ne savais pas que ça coûtait aussi cher, mais c'est vrai que tu as toutes les infrastructures, etc. Est-ce que tu es soulagé par rapport à l'identité dont on parlait la semaine dernière, c'est notre ami Gillette? Pas vraiment. En fait, lui, il y a beaucoup de doutes sur John Textor. Déjà, il met un peu moins d'argent que Gillette. Ouais.
Il met quand même 90 millions dans le capital, donc ça te fait quand même changer d'air, ça c'est sûr et certain. Le problème, les doutes qu'ont les supporters et même les gens dans les bureaux à Lyon, c'est qu'ils voudraient potentiellement aussi investir énormément sur Porto. Et du coup, Porto, c'est le même niveau que Lyon. Et du coup, si tu as un investisseur qui joue un peu sur les deux tableaux, voire un peu plus sur Porto, c'est jamais très rassurant. Le problème étant, c'est que Gillett, celui qui devait mettre plus d'argent, n'a pas encore apporté les garanties financières. Et du coup, le conseil d'administration préférerait aller sur John Textor qui, comme je le disais au début, dans tous les cas, te fera changer d'air. Donc, on rappelle deux choses. C'est que lorsque un propriétaire a plusieurs clubs en Europe, ils ne peuvent pas jouer au même niveau de compétition en Europe. Ouais. Donc ce qui est bien, c'est que la C1 pour vous, c'est pas la prochaine. Mais dans l'idée, Porto, qui est coutumier de la Ligue des Champions, ça pourrait poser un problème. La deuxième chose, c'est quand il n'y a pas de garantie, on n'y va pas. Média Pro, on y pense. Oui, clairement, Bordeaux, Jacques dans le basket en ce moment, on y pense. Jacques Kachkar. On n'y va pas sans eux, on n'est pas sûr, mais il y a des gros chiffres. Prison. Kachkar, bien sûr. On l'a retrouvé, Jaco. Bien sûr, il est en prison, il a fait la cabane. Attends, le tour du stade. Quand il monte sur la table, à la fin du match et que tout le monde dit président, le mec n'avait pas lâché 1 euro encore. C'est incroyable. Ça, c'est la patience. C'est lunaire. Il a fait la prison, j'aurais aimé qu'il est face au Beaumet. Mais ça aurait pas été le même délire. Il aurait été bien reçu, t'as raison. Quelle histoire. C'est incroyable ça. C'est fou ça. On pourrait faire un film Parce que là-dessus. ça, normalement, après 2000, ça arrive pas. C'est un truc des années 60. T'as raison, mais bon, je sais pas. Il n'y avait pas de moyen de communication. Qu'il avait, frère. C'était incroyable. Ah ouais, le mec, un escroc terrible. Bref, voilà les amis, vous savez tout sur le sport, mais vous ne savez pas encore qui a gagné le quiz. Alors je propose qu'on fasse tout de suite la transition. Et apparemment, j'ai le papa ou le cousin de Galtier, de Christophe Galtier, dans le chat. Alors on le salue bien évidemment. Et si jamais on s'est trompé, vous connaissez. Et puis moi, je lui laisse une chance. Bien sûr, on est curieux. Moi pas, mais si vous voulez. Vous ne pas me dire, t'as vu les champions de France. Au bout d'un moment, même moi, le champion de France avec le PSG. Coupe de la Ligue, Coupe de France. Nous, on veut champion en ballon, on veut des belles choses, on veut des transversales. Je rappelle que Pochettino en rêve. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas passé le cut à ce niveau-là. Il va prendre 10 millions quand même, un Pochettino, pour partir du Paris Saint-Germain. 15 millions. Bon, bah écoute, c'est réussi. Après, il y a du monde derrière. Regarde, tu vires First Team, il faut qu'on prenne chacun un chèque, donc c'est bien normal. C'est normal, mais ça se tient. Regarde, les négociations accrochées. J'imagine déjà les coulisses. Tu vois. Bref. Ne rentrons pas dans les détails. Regardez ce premier quiz d'énumération. Je sais que Tom, tu m'as dit la semaine dernière, j'étais en train de préparer ça, et j'ai volontairement squeezé le quiz la semaine dernière pour pouvoir te permettre de jouer à ce jeu-là. Regardez le sujet. Moi Ouais, toi tu m'as dit, tu passais derrière moi et tu m'as dit, oh non, je voulais faire ce quiz et t'étais pas allé. Aucun. C'est pas grave. Mais tu t'inquiètes pas parce qu'en plus, tu m'avais dit, voilà, tu vas voir. On était fatigués, Tom. Ça va être génial. Regardez l'intitulé, les gars, qui va apparaître tout de suite. Énumération, on trouvait les 12 plus gros transferts ce visuel de l'histoire du foot. Alors écoute, voilà, avec les couleurs de la Ligue 1. Il y a un peu le vert de Eurosport. Voilà, j'avais pas le code précis, mais bon, écoute, on a essayé de le faire. On a essayé de le faire. Je propose de commencer. Bah, c'est l'anniversaire de Polo, c'est Polo qui commence. Enfin, c'est Polo Erwan, hein, tu peux. Marc Libra. Et non, c'est faux. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, oui, il est 8e. 117 millions quand il est parti à la Juve. C'est bizarre de pas avoir commencé par Neymar, ça quand même. C'est vrai. Apollo. On va enchaîner. Je suis très friable sur cela, je préfère vous le dire. Je t'ai pas senti ça. C'est Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc Kylian Mbappé. Ok, Kylian Mbappé. Gareth Bale, en effet, il y est. Attends. Oui, il est 12e. T'as eu de la chance. Il est 12e. Il est 12e. Ah, il était 12e. 101 millions. Bah oui, on a. Coutinho Philippe Coutinho, 4e, 135 millions. Hein, oui, Dembélé. Oui, bien sûr. Ousmane Dembélé, 3e, 140. 140 barres quand même. Il est à combien le 12e, t'as dit? Oh là là. Le 12e était à 101. 100 ou plus. C'est à peu près ça. Pensez, il y a eu des transferts assez récents. Ouais. Je réfléchis aux grosses sommes. On n'a pas dit. Remarque, City, ils vont jamais jusqu'à 100 millions. Mais ils n'ont pas acheté. 100 livres. Ah oui, ça. Attends, Non, c'était pas ça. Hein. Ouais, non. Oh putain, ça bégaye en face. Alors, Ouais. non? Ah, ça bégaye un peu. Ça bégaye, c'est bien.
Ça prend le Est-ce temps qu'il n'y de a pas 2 fois Cristiano Ronaldo? Non, mais au départ de Juve, la Juve, c'est 100 millions. Hein. C'est- Mais oui. Alors C'est écoute, 2 fois 100 millions. Mais quand, oui. quand il arrive Ouais, à mais la là, Juve, c'est en ça. fait, le transfert avait été réestimé à sa juste valeur, c'était 117 à l'époque. D'accord, Ouais, mais quand C'était 94 avant sur le Voilà, premier truc, c'est ça, il avait le exactement. somme d'ailleurs. Exactement. ça. Bon alors c'est qui là les mecs Oh, Ouais, ouais, il va me falloir une réponse, les gars. Je suis désolé de vous Ouais, passer. ouais, voilà, vas-y. On avait Lukaku encore. Lukaku, en L'année dernière, effet, Martial. à Chelsea, c'est 113. Alors, on se posait la question de Grealish. Bah, bien sûr, Ah ouais. bien sûr. Jack Grealish 7ème, 117,5, pas mal. C'est 100 millions de livres. je Oui, crois, c'est ça, exactement. Ouais, Attends, il y a pas exactement. le défenseur de United là? Il n'y a, Maguire. il y a pas de Maguire, défenseur, il y a 80 pas, millions, il y a non, pas non. de défenseur dans cette liste. Il y a à peu Alors, près attends, que il y a des des joueurs mecs de Chelsea offensifs. encore, il y a Je vous, des- je vous donne les clubs. Hazard. Hazard, si, Hazard y est, t'as Ah ouais. raison. Au Real Madrid, 115. Ah ouais. Et vous êtes pas loin de la fin, les gars. Je vous dis juste qu'il vous manque 2 joueurs de l'Atlético Madrid et un autre Joao joueur. Félix. Joao Félix, Ouais. tout à fait. Et le dernier, Mais actuel de l'Atlético Madrid. actuel. Ouais, Un mec mais à plus de 100 c'était, millions c'était pas, ouais, mais c'était pas un transfert vers l'Atlético. Ah, il est parti. Il n'y a pas une connerie avec Hulk ou un truc comme ça? Non, c'est pas Hulk. Ah, c'est, c'est c'est plus récent, c'est plus Ah, récent. c'est. Un mec que vous un mec- connaissez. Bah oui, c'est. Il est de Liverpool. C'est. Non, Suarez, c'est non. Trippier. Non, Ah non. non, un truc beaucoup plus récent. Ah, vache. Attends, un truc Beaucoup plus plus récent. récent. Ouais, il y a Attends. 3-4 ans. Griezmann, tout à fait. Eh, Griezmann. Ah, putain. Grisou, on Grisou. va pas dire. Et puis il y en a un dernier Eh, que vous le avez oublié. Barça, quand même, Ah bah ils ont- oui, ils se sont fait, Dembélé, Coutinho, Griezmann. S'ils sont à 3 milliards de. Ils sont fait- pas ils pour sont- rien. Non, mais ils c'est vrai. Non, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Ça aurait mérité un bon D'ailleurs, comptable il y dans avait une cette news sur le histoire. Barça, vous l'avez vu, hein. Ils sont censés aller jouer Ouais. en Australie en pré-saison pour Ouais. 5 millions d'euros. Ouais. Les joueurs ont gueulé en disant Ouais, abusé, ça là, va, on ouais. peut comprendre. Xavi a dit en fait, les gars, les 5 millions, c'est pour vous payer vos salaires. Donc, soit vous trouvez 5 millions vous, soit on y va. Bon, ça se passe bien, Bah, tu vois. pour refaire un parallèle avec First Ouais, Team, oui. si demain on faut qu'on parte en Australie pour payer les salaires, moi y a pas de souci les gars. Je pars avec vous quand vous voulez. clair. Il y avait Paul Pogba aussi, c'était le Ah oui, dernier. Polo, Ouais, ah oui. Ouais, on n'a pas brillé là. On s'est Non, on n'a juste, pas été bon. Ah, j'ai pas été bon. on maintenant, s'est quoi. juste, c'était juste pour On n'est s'amuser. pas coutume. Alors, deuxième sujet, des petites photos comme ça avec des joueurs, je m'en régale, j'aime bien ces petits quadrillages. Alors, il faudra le mettre en plein pot, les gars, si vous pouvez, parce que je pense que nos vues sont un petit peu compliquées et on va essayer de se lancer la patate très rapidement. Je rappelle 3 points pour nos Ah, amis. putain, là. c'est On voit plein Ah pot, ouais. on voit plein Ouais. pot. Ouais, là, si vous pouvez envoyer. J'en ai un. Sinon, on switch, hein, il y en a plein Non, d'autres non, choses non, à faire. vas-y, j'attends. Allez, vas-y, vous Alors, commencez. comment on fait Commencez. Tu me dis un nom et puis moi, normalement, il est j'ai la dans liste. l'ordre. On va dans l'ordre, vas-y, Gareth Bale. Gareth Bale, ouais. Gareth Bale, c'est bon. Denis Bergkamp. Denis Bergkamp. Mais Bergkamp, va dans en effet. l'ordre. Ouais, J'en bats les couilles, qu'est-ce que je voulais Allez, Denis vas-y, c'est Bergkamp, bon, moi. vas-y. Beckham. C'est validé. Beckenbauer. Beckenbauer, c'est bon. Berbatov. Berbatov, Ouais, en pas effet, du tout, c'est non. lui. Ouais. Mario Balotelli. Tout à fait, les gars. Alors, nous, on est sympa. Ah ouais, vous êtes classe, les gars. David Beckham. Ah, mais fait. ouais, finalement, on fait dans l'ordre. Nous, on fait on notre a ordre. fait toute la première Nous, on ligne. fait notre ordre. Attention, t'aurais pu ne pas Le leur il dire, est il serait Berbatov. trompé, il l'aurait dit 2 fois. Ouais, Vas-y. vas-y, Le nouvel ordre. C'est à nous. Ok, bah Barthez. Barthez, hein. Ouais, tout à fait. Allez, vas-y, Allez, maintenant. on fait dans l'ordre ou pas Attends, tu sais que. Milan Barros, allez. Milan Barros. Milan Barros, c'est bon. J'ai un doute sur le. On le garde, on va gagner. Ok. Benzema, Garde-le, Benzema, vas-y. Benzema, tout à c'est fait. Gigi. Ouais, DJ Gigi Buffon. Buffon, très bien. Allez, Ça, c'est vas-y. Moi, je sais qui c'est lui. Moi aussi, je sais qui c'est, mais je me le gardais pour plus tard. Ouais, t'as raison. Balak, du Ah, coup. bon, Balak, non, non, Soyons mais- tactiques, Balak, Bah très là, bien. j'aime bien Bebeto. Ouais, tout à fait. Il est où Bebeto J'aime pas. Ah oui, Bebeto, Bebeto, il est là. Ouais, très bien. Bebeto qui fait ça, c'est contre la Hollande en quart de Tout à finale fait. 94. Tout à fait. T'as Voilà. raison. Il a inventé un truc. Pas facile. lui. Alors là, j'ai Benayoun, Si, moi, c'est- tout à droite. Benayoun. Oui, tout à fait. Yossi Ah. Benayoun, Je bravo. vais le garder plus longtemps, faut qu'on aille sur les faciles. Vas-y. Moi. Je passe. Attends, vas-y. Fais les faciles. Allez-y, les gars. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Benteke. Oui, tout à fait, Oui. bravo. Ben Arfa, aux relais. Oui, tout à fait. Laurent Blanc, Lolo White, il est là. Oui, Lorlo, il est là. Boateng. Si. Oui, c'est lui, c'est lui. Ouais, c'est bon, les gars. Lequel C'est Jean-Luc Bâtard. Non, c'est bon. Il y en a qu'un avec l'Allemagne. Oui, t'as raison. Ah ouais, c'est qui lui alors Bah alors, il y a Joey Barton. Oui, bravo. Alors, je croyais que c'était Joey Barton. il était en haut. Batistuta. ouais. Batistuta, en Je croyais qu'il effet. était en haut, gros. Le Tismé, c'est Brown. Oui, West Brown, bravo, West Brown. bravo, tu régales. Putain, C'est fort, les gars. Ah, j'en ai encore. Là, j'ai un trou. Sergi Busquets. Oui, oui, tout à fait. Roberto Baggio, à gauche. Roberto Baggio, bien sûr. Qui le mec Alors, en du vert coup, là il nous manque. Batistuta, on l'a dit. Oui, Ok, ça très fait bien. bien. Alors, Batistuta là, était nous là. Je vais dire le mec en haut, c'est Walt Bellamy. Alors, Pas Bellamy là attends. Tu veux dire En haut. troisième ligne Buffon là, deuxième ligne. Attends, à côté de Buffon. Ouais. T'as dit comment Bellamy. C'est pas Walt, c'est un. C'est pas Walt, mais c'est Bellamy, je te l'accorde. c'est Je te d'accord, l'accorde. c'est d'accord. Craig Craig Bellamy. Bellamy. On t'accorde. Moi, Bellamy, c'est un Mais ça, joueur le de Gallois. NBA. Mais oui. Le Gallois ça. Craig Bellamy, bravo. Alors, quand même bon. c'est un défenseur Il est fort, italien les là. Le deuxième ligne Je en haut pensais là. que c'était un Argentin. Attends, deuxième ligne en haut. Au milieu. Oui, bah Au-dessus oui, d'un gardien mais oui. du Milan AC. Oui, je. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et si. Attends.
Deuxième ligne en partant du bas. Oui. À côté de Ben Arfa et Laurent Blanc. Moi, je entre l'ai. les deux. Je l'ai. Ouais. Je l'ai. Attends, c'est à nous, c'est à nous. Mais oui. Voilà. Bravo, les gars. J'attendais que tu le dises. Bah, je le voyais pas. Mais il nous reste qui? Il nous reste le mec au-dessus. Il nous Ah, reste mais Deux plein, autres, on tu l'a vois, dit. entre Best et Bebeto, il y en a un. Je le connais, lui. Moi, j'ai une Carole, théorie. on l'a dit. Ouais, non. Moi, Oh, j'ai pardon. Non, non, Je non. l'ai non, Vous non, validez non. ou pas? Attends, c'est qui Non, va non, non. On l'a pas dit, on l'a pas dit, Vas-y. on l'a pas dit. Vas-y, face à Non, face. c'est à eux, c'est C'est à à nous, eux. c'est à nous. Moi, j'ai envie d'aller sur Ah. l'italien. Mhm, L'italien. mhm, mhm, La photo, elle est un peu vieille, ça fait 13 années 80. mhm, L'Italien, tu parles à côté de Barthez Ouais. mhm. Années 80, ça Non, Mhm. non, mais moi, j'ai. Ouais, lui. Vous l'avez dit, le gars à côté justement de cet Italien des années 80, selon Oui, toi? ouais, On l'a dit. Julien Barros, Voilà, on l'a dit. exactement, t'as raison. Pas du tout, on a des trucs exacts. Il a un maillot récent. Ouais, mais non, moi, J'ai j'ai récent, c'est la raison. Moi, Le- ouais. Je crois que c'était Barton, moi. Le gars à côté de Ben Arfa, vous l'avez ou pas du tout? Alors. C'était très difficile, hein. Alors, c'est un mec de Fulham, un tonton Ouais. de Fulham. Ouais. C'est un défenseur, non Moi, je sais pas. joué à Fulham. J'ai un souvenir. Non, Non, moi j'ai un voilà. souvenir que c'était un offensif, lui. Non, je me souviens pas. Ah, que tu vas... Ah, non, je vais me... Fulham, c'est dur. C'est un nom composé. Eh, Je l'ai c'est des gars difficiles. Alors, celui que j'ai, moi, je Vas-y, pense, c'est viens, on le avance. milieu américain d'Aston Villa. Il est en Ah, plein milieu. alors attends. Est-ce que c'est un... Non, c'est pas lui. Ah non, c'est un Argentin, lui. Oui, Pataka. Je le connais, lui, au milieu, à Aston Villa. Il y a pas. Comment il s'appelle déjà, lui C'est pas Rick Barry en bleu? Non. T'as dit comment? Non, non, non. Rick Barry. Alors, c'est un joueur... Rick Barry, c'est le. attends, entre George Best et Bebeto? George Best et Bebeto. Tu vois, c'est de celui-là que tu Non, parles? Eh moi, non, je sais non, qui c'est. je parle à côté de Barthez. Il était à Aston Ouais. Villa. C'était un gaucher, un milieu Ouais. gaucher de City. Ouais. Il était souvent blessé et je crois que c'est Barry, son nom de famille, il a raison. Exactement, hein. Gareth Ouais, Barry. Gareth. Ah, bravo. Gareth, Gareth. voilà. Ouais. Oui, c'était un On est gars bon, de on est Gareth bon, Barry. on est bon, on est bon, on est Est-ce que bon. vous pouvez enchérir, Alors, il les manque gars? qui Il manque l'Italien à côté de Barthez. Mhm. Je sais pas si c'est un Italien d'ailleurs. Mhm. Mais entre Barthez et machin. Et le dernier qui nous manque aussi, c'est le gardien tout en bas là. Il ressemble à Dida, mais c'est pas Dida. Alors, c'est pas un gardien, c'est un avant-centre. Je vais pas te mentir, je le connaissais Mexicain. absolument pas. Jamais vu. Ouais, Je- Moi, j'ai envie de tenter On a l'italien tous parce nos- que ça, on n'a rien d'autre. Alors vas-y, Italien, Ouais. C'est qui pas Paolo Rossi? C'est pas Paolo Rossi, C'est un gars des années 80. c'est pas un Italien, c'est Leighton Baines. Non, mais il est très dur. Ouais, exactement. côté, ça Ouais, fait exactement. pas. Tireur de Exactement. Exactement. Je le connais Le ce Dan- mec. le Mais c'est vrai Danois, qu'il a une c'est- vraie tête d'Italien. Le Danois, c'est qui? Le Danois, c'est qui? Alors attends, Danois. En bas à droite, là. Ah, les réponses, vas-y. Ah, Vas-y, le c'était Danois, c'est Bettner. Niklas Bettner, tout à fait. Bettner. Ah ouais. Ah, mais on l'avait pas dit ça? On l'avait pas dit, Ah, Bettner. putain, mais moi, je l'avais- Il est je tout l'avais. à droite, à côté de West Brom. Je l'avais. de West Brom. Moi, j'avais même Ah pas. ouais, exactement. Moi, je pensais que vous l'aviez dit. Et, Ah, merde. mine de rien, vous en avez trouvé un paquet parce qu'il nous manquait juste Jared Borghetti. Le mec en vert. Moi, je l'avais pas. Borghetti. Moi, je l'avais Bravo, les gars, on était Je très l'avais bons. pas. Il nous reste 2 minutes 34, c'est le temps de prendre une revanche sur une saison concernant le qui suis-je. Ah, Pas de ni oui ni non, Qui suis-je? Attention, Pas de que concentrez-vous, oui que les non. gars. Ouais, on n'a pas lu le que oui que non, mais il on reviendra va la faire semaine une émission prochaine. de fin d'année spéciale quiz où il y en aura. Ça va être 1h30 de folie, je te le dis tout de suite. Mais on essaiera de pas l'enregistrer le matin. s'il vous plaît. Et avec Thomas. Je suis né le 3 septembre 1976. Je suis, sur mon continent, l'un des joueurs les plus titrés de ma discipline. Je fais 1m78, j'ai aujourd'hui 45 ans, je suis retiré, mais je suis revenu dans l'actualité la semaine dernière, car j'ai annoncé que j'avais baptisé l'un de mes enfants du nom de la ville où j'ai passé le plus de temps. Les pays par lesquels je suis passé, je rappelle que ma carrière professionnelle s'est déroulée entre 1993 et 2011. Les pays par lesquels je suis passé, l'Italie, les Pays-Bas, le Ghana, qui est d'ailleurs mon pays à moi, et bien évidemment l'Allemagne, où j'ai écrit la plus belle des Tiens, histoires. Cufour. Cufour, Ah, il est là. bravo. Bravo. Il est là, bien évidemment. Bravo. Ça, c'est- félicitations. Camille. Et bien voilà, beau cadeau d'anniversaire Bravo. mon Polo, Ouais, ça vous fait remportez plaisir. le quiz et vous repartez avec ce très Salut, joli Cufour, gâteau, il est- magnifique. Quel beau maillot. Samuel Cufour qui a appelé sa fille Munich. Quel beau- ouais. quel beau Voilà, maillot. il a fait une vidéo la Depuis la semaine dernière. Magnifique. C'était une conclusion comme ça dont on rêvait, les amis. Elle est magnifique. Bravo, félicitations. L'esprit de cette émission restera. Putain, Ouais. oh là, c'est Non, l'enfer mais direct c'était- pour moi. Ouais, non. L'enfer, Il oui. était déjà. Une- oui, tombé. Une convocation au 6e étage. Voilà, c'est pas J'aurais dit l'enfer. moins ça. 6, je dis moins C'est 3. ça. Qu'est-ce que c'est Merci les amis d'avoir été avec nous tout de suite. Le récap. Le before du récap. Après il y aura le récap bien évidemment sur le stream. Merci les gars pour cette superbe émission. Bon courage sur l'équipe. On va vous regarder les Voilà, gars pour le bon, 3v3. merci. Ça va être génial. On a hâte de vous suivre. Mon Polo, tu nous prépares le Tour de France comme il faut, au poil, nickel. Et puis mon Tom, continue d'écrire. C'est magnifique ce que tu fais. Je suis ton premier fan. Bonne semaine sur le stream. Ciao les gars.